Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, je suis de retour après une petite semaine de pause comme ça, après une semaine de vacances parce que je suis en vacances tout simplement là dans le sud de la France et je me suis dit et si je prenais une semaine de vacances, tu vois. Donc voilà, pas d'épisode la semaine dernière, mais tout est normal et je t'avais prévenu que ça pourrait tomber comme ça un petit peu sans prévenir. Mais voilà, on est de retour et aujourd'hui un épisode avec Amandine Léger que j'ai enregistré depuis ici, hein. Donc voilà, on a quand même travaillé, hein. Ça a toujours un petit peu. Amandine est coach sportive. Elle est créatrice de contenu sur YouTube et Instagram et elle est entrepreneuse, elle travaille pour elle-même et on va discuter tous les deux dans cette discussion longue et très intéressante. On va commencer par parler un petit peu de l'écosystème du fitness féminin et de son opinion là-dessus dans les médias et sur les réseaux sociaux et on va parler aussi du sport pour les femmes en général. Tu vois, Amandine, elle a 36 ans mais il y a quand même des bonnes chances qu'elle soit plus balèze que toi, tu vois. Elle est impressionnante, d'autant plus parce qu'elle est très complète, hein, autant niveau force que masse musculaire, que endurance, que mobilité et on va discuter du coup de son approche qui prend en compte un individu dans sa globalité et qui se concentre plus sur le mouvement notamment que sur cibler une petite partie du corps pour la modifier elle seule, qui est une approche qu'on peut voir aussi assez fréquemment dans le fitness en général. Bien sûr, la nutrition et même plutôt l'alimentation ont un rôle important là-dedans et Amandine nous partagera son expérience étant elle-même végétalienne depuis 4 ans. Et comme je l'ai dit, Amandine est entrepreneur, elle travaille à son compte depuis longtemps et on va pas mal en parler dans la deuxième partie de cet épisode. Et on va revenir sur le fait que ça n'a pas été facile du tout au début pour elle, comme en témoigne sa toute première entreprise pour laquelle elle a dû déclarer faillite, mais ça ne l'a pas découragée, loin de là. Étant donné tous ces gros projets à succès aujourd'hui dont on va parler, elle a simplement compris à l'époque en fait qu'elle devait juste apprendre encore plus de choses pour se donner les moyens de réussir. Et justement, cette mentalité qu'elle a de toujours vouloir apprendre plus, ça me parle beaucoup, figure-toi. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien, elle et moi je pense, et que j'avais envie de discuter avec elle sur ce podcast. Voilà, on finira par échanger un petit peu sur la mentalité entrepreneuriale, ainsi que la place, souvent assez limitée, de l'entourage autour de l'entrepreneur, on dira, et on va parler de comment elle a réussi à faire épanouir sa vie de couple au milieu de tout ce travail qui ne s'arrête en fait jamais et complètement. Voilà, c'était très intéressant pour moi, en tout cas j'espère que ça te plaira aussi. Sans plus attendre, voici ma discussion avec Amandine Léger. Amandine, bienvenue sur le podcast, tu es la première invitée féminine de ce podcast et je me réjouissais de pouvoir parler avec quelqu'un qui soit pas qui soit pas exactement avec une femme, qu'on se le dise et encore plus une femme dans le milieu dans lequel tu es. Bienvenue. Écoute, je suis hyper honorée parce que déjà, je suis une grande auditrice de ton podcast. J'en ai écouté un hier d'ailleurs. C'est gentil. Tu m'accompagnes pas mal en cuisine en fait. Et puis, ouais, et d'autant plus honorée du coup d'être la première nana. Hein, je suis désolé, on va faire un épisode que tu connaîtras déjà si jamais tu venais à l'écouter. Voilà, il va. Et c'est pas grave, tu pourras nous réécouter si tu veux. Mais j'espère qu'il y en aura d'autres en tout cas, des filles dans ton podcast. Oui, justement, je suis en train d'essayer de me faire mes petits contacts, mais tu vois, je me dis, je me fais des contacts, je grandis un petit peu tout ça, j'essaie d'avoir quelque chose à proposer aux gens qui viennent, histoire qu'ils aient l'impression de venir pour eux aussi. Donc j'ai bien l'intention d'inviter de plus en plus de femmes. J'ai quelques connaissances, même si c'est vrai que dans le milieu du fitness, j'ai l'impression que c'est un petit peu séparé tout cela, mais ça, on aura l'occasion d'en parler. Avant ça, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, te présenter à toutes ces chers auditeurs et auditrices, parce qu'il y en a aussi qui ne te connaissent pas encore. Alors moi, c'est Amandine. À la base, je suis coach, en fait. Tout simplement, hein, coach diplômé d'État depuis relativement longtemps. Je le dis, depuis bientôt 17 ans. Non, mais tu as raison, dis-le, tu peux être fier. Hein. Donc voilà, jeune, très très jeune dans le métier. Non, et je suis évidemment passionnée par tout ce qui touche au mouvement. J'ai un petit peu exploré beaucoup de choses dans le milieu du fitness et puis au fur et à mesure au-delà. Et c'est comme ça d'ailleurs que je t'ai découvert toi et tout ton travail. Et voilà. Et puis au bout d'un moment, moi, je suis devenue coach privé, donc j'ai établi ma clientèle en coaching et assez rapidement j'ai eu cette frustration de
de finalement m'adresser à très très peu de personnes, à une clientèle très privilégiée, alors que je voulais rendre vraiment accessible au plus grand nombre des choses qui pourraient leur servir à améliorer tout simplement leur bien-être, leur hygiène de vie, leur confort physique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à débarquer sur les réseaux un peu tardivement. Moi, j'ai toujours été en décalage complet avec les autres personnes du milieu du fitness de par mon âge. Et ton âge que j'ai découvert dans un épisode d'interview que j'ai entendu. Et honnêtement, je ne pensais pas que tu étais. Je pensais que tu étais plus jeune, tu vois. Tu fais plus jeune. Mieux. Voilà, ça, je pense que tu dois le savoir. Mais, Ouais, et heureusement que faire du sport, ça aide aussi à, entre guillemets, Totalement. s'entretenir. C'est un peu le but. Mais tu ne fais pas tes 36 ans, c'est ça? T'as 36 ans? Bientôt 37. Enfin, si on a le droit de le dire, hein. Mais bien sûr, parce que j'en suis fière, Oui, en fait. tu as bien raison, justement. Ouais, j'ai jamais été aussi en forme. Et justement, je trouve que mon message, il prend encore plus de sens maintenant parce que moi, déjà, je le vis et j'ai encore plus envie de le transmettre parce que plus les années passent et plus je me rends compte que tout ce mode de vie qui est lié notamment au mouvement, à l'alimentation et à l'équilibre général, à l'épanouissement général, il prend encore plus de sens au fur et à mesure des années qui passent. Donc c'est assez génial de pouvoir partager ça et puis de pouvoir en parler, là, notamment avec toi aujourd'hui. C'est super, quoi. Le plaisir est très partagé. J'ai une petite question. Je t'avoue, je suis un petit peu troublé à propos de quelque chose vis-à-vis de toi. C'est tes noms. Tes noms. Il y en a beaucoup. Ils changent parfois. Entre Amandine Wellness, entre French Fitness Lab, Amandine Léger, Amandine Fitness. Il y a beaucoup. Est-ce que tu arrives à m'expliquer et à... Alors, écoute, tu fais bien de soulever la question parce que j'avais tendance à l'éviter un petit peu tant que les choses n'étaient pas concrétisées. Bon, c'est très personnel, hein, à la base. Enfin, c'est les deux. C'est-à-dire que French Fitness Lab, c'est un nom qui est venu au tout début quand il a fallu que je me donne un nom, finalement, quelque chose qui me représente, qui représente mon activité sur les réseaux sociaux, en ligne. Et à l'époque, moi, j'étais très anglophone. D'ailleurs, tout le contenu que je faisais était en anglais. Puis après, j'ai fait un gros virage en me disant, attends. Il y a des choses à faire en France. Je savais pas que tu faisais en anglais. Ok. Ouais. Et finalement, je me suis dit, mais attends, c'est quoi? Tu dénigres les personnes qui comprennent pas l'anglais en faisant ça, alors que toi-même, tu parles français. Donc, ce serait peut-être bien de commencer d'abord par le français. Et après, on verra. Et du coup, j'ai fait un gros virage, mais j'ai gardé le nom French Fitness Lab qui collait plutôt bien parce que c'était mon petit labo autour du fitness avec la petite French Touch. Et du coup, c'est devenu le nom de ma société. Et je l'ai gardé très longtemps. Je l'ai gardé même jusqu'à la fin de l'année dernière, sauf erreur, quelque chose comme ça. Ouais, un peu trop longtemps parce que ça collait plus du tout ni à mon message ni à ce que je partageais finalement parce que je me détachais de plus en plus du fitness. Et puis du coup, j'ai sous la douche parce que c'est là que j'ai souvent mes inspirations. Tu n'es pas la seule, je pense, non. Il y en a qui chantent. Tiens, et si on passait à quelque chose de nouveau? Allez. Bah oui. Non, mais c'était un vrai casse-tête parce que je me disais bon, il faut que ce soit mon nom quand même parce que c'est ce que je partage, ça vient littéralement de mes tripes, hein, clairement, et donc faut que ce soit mon nom, faut pas que ce soit un nom qui soit pas du tout représentatif de quoi que ce soit lié à moi. Et en même temps, fallait que ça représente un petit peu tout ce que je voulais partager. Donc finalement, Amandine Wellness, c'était pas mal. Donc je me suis dit bon, on va mettre ça sur Instagram déjà, on va changer le pseudo, ça parlera peut-être un petit peu plus, sachant que alors nous on a quand même un problème avec la langue française, c'est qu'il y a plein de mots qui passent quand même beaucoup mieux en anglais qu'en français. Je suis d'accord avec toi. Ouais, voilà, Amandine bien-être, Amandine équilibre. Ouais, voilà, tu vois. Voilà, c'est moins stylé, c'est moins stylé. Ouais, on est d'accord. Hein, je sais pas comment tu les aurais appelés les Levitate Bars en français. J'avoue, c'est moins stylé. Je sais pas si c'est propre à nous les francophones qui trouvons l'anglais un peu stylé. Je me suis toujours demandé ça, je me suis toujours dit tiens, est-ce que les anglophones trouvent leur propre nom stylé ou est-ce qu'ils trouvent que le français c'est stylé aussi? Je sais pas, je me suis toujours demandé. Non, mais je sais que ça sonne mieux d'un point de vue marketing, hein, en français. Oui, ouais. Mais je pense que le français est charmant pour les noms français et vice versa. Donc voilà, écoute, plutôt qu'Amandine bien-être, c'est Amandine Wellness qui passait mieux. Donc j'ai changé ça littéralement en sortant de ma douche en me disant bon, ça y est, j'ai l'impression de porter une vieille peau. C'était pas la mienne, c'était plus la mienne. Et ça m'a permis de mieux me positionner par rapport à ma mission, à ce que je voulais partager.
Et là, de là est venu le fait que, bon, clairement, en fait, j'ai certes bientôt 37 ans, mais je me fais adopter par la personne qui m'a élevée, en fait, depuis ma toute petite enfance. D'accord, C'est-à-dire je ne que, savais voilà, pas. j'ai toujours eu les deux noms, l'écuyer léger, en fait, enfin, à Ah, parce que l'école, Léger, c'est aussi ton nom. Parce que moi, je ne connaissais que mais Amandine Lécuyer et je me l'écuyer, demandais ouais. aussi. Ah, d'accord. Ah ouais, alors je ne Que savais fait pas. le léger? Pourquoi il est Ouais, je arrivé? me Et ben demandais. non, Parce que parce vu que qu'en c'est un fait, vrai mot, je me suis dit, ça va être un choix, tu vois. C'est un pseudo. non, Ah non, c'est pas un non, pas du pseudo, tout, d'accord. pas du Ah, je tout. savais Non, pas. sinon ça aurait Ok. été light, voyons, Oui, attends. c'est vrai. Quand même. Mais non, non, non. En fait, je me suis toujours appelée Amandine Lécuyer Léger et j'ai longtemps gardé mon nom biologique qui ne correspond pas finalement à mon état familial et ça a pris du temps tout ce processus et justement là avec le Covid ça a été très ralenti puisque on doit valider ça d'une manière administrative et totalement légale pour que mes papiers changent et pour que je puisse porter le nom Léger qui est le nom de tout le reste de ma famille et de la personne Ah qui m'a ouais. élevée. Donc tu ne t'appelles Voilà. plus Amandine Lécuyer. Non, à part sur ma C'est vrai. déclaration d'impôt, D'accord. Ah oui, tu vois. c'est important quand même, ça. Mais Attention. ça va changer, c'est-à-dire que même après sur mon D'accord. passeport, je porterai bien, bel et bien le nom de Léger. Il y a même des personnes qui ont commencé à se demander si c'était parce que j'allais me marier, et pas du tout. Ouais. Ah ouais, non, Mais voilà. c'est. D'accord. Donc, Ok, très. Ah ouais, alors je savais ouais, pas. Je savais pas que ouais. tu. Bah, je savais pas tout ça. Et du coup, c'est beaucoup plus clair pour moi et ça permet aussi aux gens qui ont peut-être tiqué au nom de French Fitness Labs, hein, il y avait un S, je crois. Non, non, French Ah non, Fitness Lab. non. Ouais. French Fitness Labs, ceux qui auraient T'as entendu vu, ce nom, parce voilà, que c'est impossible à dire en plus. ouais, c'est French, ouais, c'est pas facile. C'est pas facile à dire, à dire. Mais en tout cas, Enfin, moi, j'en ai. c'est sous ce nom que je t'ai connu et sous le nom Amandine Écuyer parce que sur YouTube, c'était ça. Et j'avais regardé Ouais. tes vlogs, etc. Et ça fait longtemps que tu es t'es dans le game, hein, mine de rien. Tu dis que Ouais. t'es arrivé Aïe, tard, aïe, mais aïe. t'es arrivé en fait tard, entre guillemets, vis-à-vis de toi-même et de ton impression parce que t'es un petit peu peut-être entre deux générations Ouais. ou quoi, en tout cas par Ouais, non, rapport totalement. aux autres acteurs sur les réseaux d'aujourd'hui. Mais en fait, ça fait longtemps que tu es sur les réseaux, il me semble. Ça fait Ouais. des années, quoi. 6 ans, je sais pas, j'ai l'impression. Ouais, j'ai dû commencer ma chaîne YouTube il y a 4-5 ans, 5 ans, je Ah crois. ouais, Ouais. d'accord, 5 Avec ans, des ouais. vlogs, comment dire. Ah, l'aisance n'était pas là. J'en Écoute, ai un peu. l'essence vient avec l'entraînement, je pense. Hein. Surtout dans ce milieu où personne n'est né n'est né et a dû faire un one-man show en sortant ou un facecam en sortant à la naissance. Donc, écoute, Quoique j'ai les l'impression que nouvelles tu t'en sors très bien aujourd'hui, en générations. tout cas. Oui, ça a été long, hein. Ça a été long. Je suis retombée sur des vlogs d'il y a quelques années. Oula. Oh, le malaise, le malaise. Et je veux les laisser parce qu'ils représentent beaucoup de choses de ma vie et notamment toute l'évolution qui mène à aujourd'hui et au-delà. Mais vraiment, c'est dur à regarder, hein. Oui, je comprends le sentiment. Je ne peux pas regarder mes premières vidéos parce que je me sens forcer un peu le truc, la voix, le personnage et tout ça. Et doublé au fait que bah, c'est juste pour cacher un espèce de mal à l'aise Mhm. devant la caméra. C'est difficile à regarder pour moi, effectivement. Ouais. Je comprends le sentiment. Mais vu que ça fait longtemps que t'es là, ça fait plus longtemps que moi, clairement, que t'es là-dedans, t'as pu voir un petit peu évoluer tout ça. Et je pense Ouais. notamment un petit peu à l'écosystème, on dira, des réseaux sociaux, du fitness sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup, Ça a beaucoup bougé, ouais, ouais. bah, qui a beaucoup fait parler sur les réseaux, qui est très populaire. Et en fait, je voulais savoir, puisque tu es une femme aussi, que ça fait longtemps que tu es là, qu'est-ce que toi tu penses de l'écosystème du fitness féminin en général, notamment aujourd'hui et peut-être par rapport à son évolution, notamment par rapport à ce qu'on peut voir sur les médias et sur les réseaux sociaux qui sont un petit peu les deux drivers de la culture du fitness, on dira. Quel est ton avis là-dessus? Je serais très curieux de l'avoir. Alors, je pense, et tant mieux d'ailleurs qu'il a beaucoup évolué, et plutôt dans le bon sens, parce qu'il y a encore quelques années, les images les plus représentatives, les modèles, les standards du fitness étaient complètement surréalistes et c'était des espèces d'avions de chasse, nana, avec des shapes de compétition à l'année.
pas du tout naturel, évidemment. Et le problème, c'est que ça s'est un peu imposé comme une norme et ça a influencé beaucoup de personnes de cette génération, hein, qui était quand même... ouais, c'était il y a 6 ans. Donc les Michelle Lewin, les Paige Attaway, etc. Et ça a créé toute une vague d'intérêt pour tout ce qui était compétition bikini fitness. Hein. Moi aussi, je suis tombée dedans. J'ai fait ma petite compétition. Oui, j'ai cru voir. Ouais. Voilà. Riche en expérience, cela dit, hein, très riche en expérience. J'imagine. Mais ça a eu aussi beaucoup d'impact sur à la fois l'image que beaucoup de nanas ont pu développer d'elles-mêmes. Et ça, je l'ai vu sur d'autres personnes et je l'ai vu sur moi aussi. Où finalement, avant les réseaux sociaux, j'étais hyper à l'aise avec mon corps. Et je trouvais que j'étais bien gaulée, quoi. J'avais pas de complexe, j'étais bien. J'étais trop bien dans mes pompes. En tant que coach, hein, pourtant, donc je baignais dans le milieu du fitness, je lisais les magazines fitness, mais j'étais pas affectée par cette identification et ces comparaisons qui sont très poussées par les réseaux sociaux, dû au fait tout simplement qu'il y a une omniprésence d'images parfaite, parfaite, hein, parce que c'est celle qu'on suit évidemment. Entre guillemets, hein. Ouais, entre guillemets, parce que quand on voit après tous les sacrifices que ça induit et puis surtout les conséquences que ça a, c'est pas du tout parfait en fait et ça donne pas du tout envie. Mais voilà, et même des clientes que j'avais en coaching à cette époque-là se trouvaient difformes alors qu'elles étaient absolument ravissantes, juste parce qu'elles s'identifiaient à toutes ces grosses figures qui étaient pléthores sur les réseaux sociaux. Et tu penses que ça a changé aujourd'hui ? Ça, je pense que vraiment, ça commence... Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai mûri et que du coup, j'ai aussi orienté mes choix différemment, mais j'ai quand même l'impression que, en tout cas, si toute cette partie-là du fitness n'a pas diminué, je pense pas parce que le business qui s'est établi derrière est gigantesque, mais en tout cas, je pense qu'il y a... augmenté. Ouais, bon, bah voilà. Mais je pense qu'en tout cas, il y a toute une nouvelle vague d'influenceuses fitness. Alors, niveau masculin, je saurais pas trop dire parce que du coup, fitness pur, je ne suis absolument personne. Moi, je suis beaucoup plus branchée sur les geeks du mouvement, de l'entraînement fonctionnel, où là, c'est l'éclate totale. Et puis, les personnes comme toi, hein, enfin, moi, je te mets pas du tout dans la case fitness pour le coup, donc... non, moi non plus, tort, même si... Voilà. Ouais, un petit peu comme toi, j'ai pas l'impression que ce soit facile de nous mettre, ni toi ni moi, dans une case. Et c'est peut-être pas plus mal, effectivement. Oui. Bah écoute, on en crée une nouvelle, hein, c'est encore mieux, voilà. Ouais, voilà. mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a quand même toute une vague de nanas qui sont sorties de ces standards-là et qui ont réimposé une image beaucoup plus accessible, en fait, du corps de la femme, alors qui est certes très esthétique, hein, toujours, de toute façon. Faut pas se leurrer, à un moment donné, on est sur les réseaux sociaux, l'esthétique est mise en avant. Voilà, enfin dans le fitness en tout cas, ça reste quand même l'élément moteur du fitness sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, avec des nanas qui ne cherchent pas absolument à cacher des petits bourrelets, de la cellulite, ça a même été très mis en avant. Il y a toujours des petites vagues de right angle, wrong angle, où on montre un petit peu tous les jeux de pose. Ça marche en plus de faire ça. Bien sûr, voilà. Et les gens ont besoin de voir ça. Donc, écoute, c'est pas mal. Après, cette vague du body positive a été un peu, comme tout, hein, instrumentalisée et utilisée, pas toujours de manière très délicate et appropriée, mais globalement, je trouve que quand même, on tend vers le beaucoup mieux. Et vers une approche aussi plus globale, c'est-à-dire que même le fitness maintenant, même les plus grosses influenceuses fitness intègrent beaucoup plus d'outils holistiques à leur approche, c'est-à-dire que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau du bien-être global. On voit de plus en plus de nanas qui font du HIIT, mais qui font aussi de la méditation, etc. Donc, et qui promouvoit ça en complément de juste avoir des grosses fesses ou une taille fine et ce genre de choses qu'on vend depuis très longtemps, quoi. Ouais. Qui est un peu passé de mode, il me semble. Un petit peu, ouais. Je pense aussi que tu
tu t'es coupé peut-être aussi de ça. Toi, moi, je te ne vois absolument pas comme étant la fit girl de base, tu vois, entre guillemets, si je puis dire. Et je trouve ça bien qu'il y ait en fait ce genre d'option, comme tu disais. T'as l'impression que ça s'améliore. En fait, c'est vrai que j'ai aussi l'impression que le choix s'améliore et que quelqu'un qui prend conscience en fait de si je suis Amandine, ce n'est pas la même chose que si je suis n'importe quelle autre personne, qui n'est pas la même chose, etc. Ils ont chacun présente des choses, c'est relativement clair, et en fait on peut faire le choix assez facilement de savoir, tiens, si on arrive à en prendre conscience, cette personne, j'ai l'impression que c'est bon pour moi de la suivre et de l'écouter. Celle-là, je suis pas sûr, du coup dans le doute, tu peux te désabonner, tu peux plus facilement faire tes choix, et en fait ce qui est bien, c'est qu'il y a plus de femmes, notamment j'ai l'impression, comme toi, comme tu l'as fait remarquer, qui osent en fait sortir des cases et ne pas présenter une image parfaite, entre guillemets, comme elles ont pu en voir beaucoup avant d'oser se lancer, parce que généralement quand tu te lances là-dessus, tu te poses beaucoup de questions avant. Je sais que ça a été le cas pour moi, donc non, je suis d'accord avec toi, c'est bien d'avoir une vision positive de ça, et je pense que ça va dans la bonne direction. Espérons, en tout cas. Ouais, bon, il y aura toujours les deux. Je pense qu'il y aura toujours les deux, mais voilà, justement, l'idée c'est que c'est pas tout noir, tout blanc. On va pas éradiquer des choses que nous, en plus, on trouve ou pas éthiques ou pas justes, ou voilà. Hein, chacun est libre d'exprimer et de montrer ce qu'il veut. On aura toujours toute ce vivier d'influenceurs et d'influenceuses que moi, en tout cas, qui me hérisse le poil. Oui, bah oui, hein, je suis poilue. Qui me hérisse le poil, notamment comme on peut en voir à Dubaï. Voilà, elles existeront toujours, ces personnes-là. Ah oui, Mais ce qui n'empêche pas à côté, développer d'autres moyens de communiquer beaucoup plus bienveillants et beaucoup plus constructifs. Et c'est là que les réseaux sociaux sont quand même un outil génial, parce que déjà, chaque personne a son libre arbitre. Chaque personne peut choisir qui elle suit, de qui elle s'inspire, et l'effet que ça aura sur elle-même. Donc voilà, hein, s'il y a des personnes même là qui nous écoutent, qui ont l'impression que les réseaux sociaux et les comptes qu'elles suivent ne les aident pas à se sentir bien, ne leur apportent rien, c'est à elles de faire le choix d'appuyer sur le unfollow du compte, et c'est tout. Voilà, on est grand, ouais, parce on peut le faire. On se rend de plus en plus compte, j'ai l'impression de façon globale, que tout le monde sait, oui, ton entourage c'est important, ça définit qui tu es, qui tu vas devenir, etc. Et on se rend de plus en plus compte que l'entourage digital fait partie de l'entourage, et que quand tu suis quelqu'un, quand tu consommes entre guillemets son contenu quotidiennement, cette personne, si ça se trouve, tu as plus de contact avec elle qu'avec certains de tes meilleurs amis. Et donc, ça devient une réelle influence sur toi. Ah voilà, le mot influenceur prend tout son sens. Et comme un vrai ami, tu peux décider d'arrêter de l'appeler ou de répondre à ses messages parce que il est toxique, entre guillemets. Eh bien, sur les réseaux, c'est la même chose, je suppose. Ouais. Exactement. Bah écoute, pour partir sur un sujet un tout petit peu parallèle, toi, comment dire, tu es une femme musclée, tu es en forme, t'es vraiment, en fait, moi je suis vachement impressionné, honnêtement, par ton physique, par tes compétences, ce que tu arrives à faire, encore plus, je sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais si, encore plus, étant donné que tu n'as pas 21 ans, tu vois. Et du coup, je sais que tu fais énormément de choses, c'est aussi ce que tu promouvois, tu ne fais pas que de la musculation, tu ne fais pas que X ou Y. Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que je sais que tu incorpores énormément. À quoi attribues-tu ton physique déjà? Je pense que tu as fait de la musculation, tu as fait pas mal de choses. Quel est un tout petit peu ton parcours vis-à-vis de ton propre entraînement? Alors, à la base, j'étais pas du tout sportive et je détestais le sport, vraiment. Et ça, on me le demande régulièrement d'ailleurs. Et c'est ça qui est génial avec le corps humain, c'est qu'il est capable de faire des choses tellement extraordinaires à plein de stades de la vie. Et j'ai plein d'exemples de personnes qui ont eu une évolution physique à des âges où vraiment la plupart d'entre nous se diraient « mais non, mais là, c'est trop tard ». Et on peut toujours faire des choses super chouettes avec son corps et s'éclater avec. Donc ça, c'est génial déjà. Mais j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai redécouvert le sport donc via le fitness sous sa forme la plus conventionnelle qui soit, les cours collectifs. Donc j'ai mangé, respiré cours collectifs pendant des années avant de me pencher vraiment sur la musculation.
à laquelle je me suis beaucoup intéressée parce que je pense que vraiment, ça c'est quelque chose qui est venu, que j'ai découvert beaucoup plus tard, mais je suis passionnée par la biomécanique, par l'anatomie, par le fonctionnement du corps. Je m'en suis rendu compte très tardivement, mais du coup, ma curiosité s'est quand même développée à une époque où j'en avais pas encore conscience, mais je commençais quand même déjà à m'intéresser, à apprendre, évidemment avec... je crois que le tout premier, hormis les bouquins qu'on avait lors des études pour le brevet d'État, qui était le fameux Anatomie pour le mouvement de Blandine Calais-Germain, etc. Hormis ces basiques-là, après, qui n'a pas regardé les planches de Delavier, qui, pour le coup, en termes d'illustration est quand même extraordinaire dans son détail là-dessus. Après, on critique l'approche, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est un autre débat, mais par contre, d'un point de vue graphique, il n'y a pas beaucoup mieux, je pense, clairement, au niveau de l'anatomie. Du coup, c'est assez passionnant. Et puis, j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis après, à tester pas mal de choses au niveau des différentes approches autour de la musculation, des méthodologies d'entraînement. J'ai fait ma petite tambouille. J'ai toujours aimé être mon propre cobaye, en fait. Puis, je trouve ça quand même beaucoup mieux d'être son propre cobaye avant de prendre ses clients, par exemple, pour ses cobayes. Ce que j'ai pu constater dans beaucoup de salles, malheureusement. Effectivement. Voilà. Donc voilà. Et j'ai continué à explorer. Et du coup, mais toujours avec ces limites mentales, finalement. Je pense que ce qui est le plus dur pour l'esprit humain, mais ça vaut pour tout, hein, c'est qu'on se crée des espèces de barrières dans lesquelles on reste. Donc pour moi, le corps, là, je faisais de la musculation, puis ça m'autorisait pas spécialement à imaginer que je pouvais faire autre chose avec mon corps. Voilà. Donc j'ai fait de la muscu. Et puis après, j'ai commencé à me tourner vers des choses un peu plus fonctionnelles, etc. Mais on a vraiment, je pense que alors l'analogie avec l'alimentation, elle est énorme là-dessus. On a besoin de mettre des étiquettes en fait et de suivre des lignes directrices dans à peu près beaucoup de choses que l'on fait. On a besoin de se sentir appartenir à un groupe aussi. Et moi, je fais de la muscu et si je fais de la muscu, je fais pas ça, etc., etc. Exactement. Ouais. Donc voilà, j'ai continué à explorer. Alors, ce qui était chouette, c'est que comme j'ai arrêté les cours pour développer mon activité en coaching, j'ai dû répondre à des besoins vraiment spécifiques de mes clients parce que j'avais une clientèle très variée, ce qui m'a poussée à découvrir et à me former en pilates, en prénatal, en prise en charge des seniors, en entraînement un peu beaucoup plus fonctionnel parce que je me rendais compte qu'il y avait des choses à réparer chez les gens, hein. Clairement, il n'y a pas d'autre terme. S'il y a des kinés qui nous écoutent, je ne me prends pas du tout pour une kiné, mais par contre, il y a quand même des choses en termes d'entraînement, de mouvement qui peuvent beaucoup aider d'un point de vue postural, d'un point de vue récupération, réhabilitation, en parallèle d'un suivi kiné, par exemple, hein. Mais voilà, vraiment, je veux pas ôter quoi que ce soit, une quelconque crédibilité aux kinés et aux thérapeutes qui sont extrêmement importants, qui devraient être la base, hein, d'ailleurs. Mais voilà, en tant que coach, on a un rôle aussi là-dessus. Non, je pense que tu ne fais que augmenter ta propre crédibilité en montrant que ça t'intéresse réellement pour toi et par extension pour tes clients et les personnes que tu accompagnes, que tu as une approche globale et que tu ne vas pas juste faire grossir leurs cuisses ou leurs bras, mais que tu peux éventuellement leur apporter des choses complémentaires qui sont agréables, se sentir bien, tu vois. Exact. Ce qui veut tout dire, enfin tout et rien dire en même temps, mais ce qu'on cherche tous finalement. Oui, alors quoique, finalement, ce qu'on cherche... Ouais. Finalement, je me rends compte que la plupart des personnes qui se touchent vers... qui se touchent. C'est magnifique, ce lapsus. Oh là là, le lapsus. Oh là là. Ah, voilà. Bon, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'elles cherchent, ces personnes? Dis-moi. Je ne sais pas, elles se touchent. Que veux-tu? Non, qui se tournent vers une salle de spa ou vers un ou une coach. Généralement, ces personnes ont des objectifs... qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce dont elles ont réellement besoin. Ça, c'est quelque chose que j'ai tellement vu, où souvent, hein, la demande des personnes en coaching, c'est perdre du poids et tonifier telle ou telle partie du corps. Et puis après, on va creuser et on se rend compte que cette personne, elle est bardée de limitations, qu'il y a plein de choses qu'elle peut pas faire parce que ça lui fait mal.
en termes de développement personnel, finalement, les résultats sont bien supérieurs que les résultats physiques. Et c'est là, en fait, c'est après avoir ouvert cette petite porte de je vais à la salle parce que je veux perdre du poids, que généralement tout ce processus de prise de conscience, finalement, se fait. Donc, je me suis rendu compte que la plupart des gens, ils se mettent pas à bouger parce qu'ils se disent que bouger, ça va leur faire du bien, ou parce qu'ils ont vu le fameux slogan manger, bouger, pratiquer une activité physique régulière, ça Oui, fera du bien bien. sûr. Non, ils veulent maigrir en général, ils veulent quelque chose de beaucoup plus, c'est plus concret en fait, c'est plus palpable. Et après, par contre, la conscience se développe autour de ça et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. J'ai complètement perdu le fil, donc écoute, Non, on va se reprendre. non, je suis d'accord, avec toi que, en tout cas pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes, les motivations sont souvent extrinsèques, sont souvent un petit peu liées aux autres quand on veut commencer ce genre de choses. Parce que si on veut perdre du poids, c'est aussi parce qu'on a l'impression que les autres nous apprécieraient plus si on pesait moins, et du coup que nous, on s'apprécierait plus derrière. Et quand quelqu'un continue à faire ça pendant des années derrière, c'est que probablement il y a eu un switch à un moment donné, comme quoi, tiens, en fait, j'y trouve quelque chose pour moi aussi, que ce soit mental, physique, qui sont indissociables à mon avis, encore plus quand on fait de la musculation et ce genre de choses. Si on laisse ça entièrement de côté, on ne fait pas ça très longtemps. Et je te rejoins quand tu dis que l'amélioration en termes de développement personnel, en termes de conscience et de mindset fait partie intégrante de ça et se développe peut-être même encore plus. Moi, c'est à commencer la musculation et à voir que je pouvais faire quelque chose avec mon corps, que le début de ma confiance en moi inexistante a commencé à pousser, tu vois. Donc ça m'étonne pas que ce soit le cas chez certaines personnes, notamment celles qui osent se reprendre en main au début et justement, je pense qu'en fonction de qui t'accompagne derrière, tu vas avoir plus ou moins un accompagnement global de tiens, je vais pas juste te dire qu'il faut que tu arrêtes de manger pour perdre du poids, mais ça va être un truc un petit peu plus global et complet. Ouais. Et aujourd'hui, aussi, hein. ouais, dis-moi. Non, je disais plus enrichissant aussi. Et c'est là que je trouve que les réseaux sociaux, pour le coup, enfin même tout ce qu'on peut trouver en ligne maintenant, peut être un formidable outil pour ça parce que les gens ont les outils maintenant en fait. C'est-à-dire que ils ont accès à beaucoup plus de choses qu'avant. Avant, fallait clairement aller voir un coach pour pouvoir peut-être bénéficier de ça. Et maintenant, c'est des choses qui sont mises à disposition très, très librement et abondamment sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes après que les personnes mettent en place pour prodiguer justement ces conseils, ces services. Et du coup, c'est génial parce que ça donne des outils aux personnes qu'elles peuvent utiliser très, très facilement. La plus grosse difficulté, c'est justement d'aller trouver cette petite porte pour donner la possibilité à ces personnes d'accéder aux outils et de se rendre compte que ces outils peuvent leur être bénéfiques. Donc là, par exemple, moi, je sais que ma grosse mission, c'est de réintégrer le mouvement dans la vie des personnes et bien au-delà de l'entraînement, de la performance physique. Et en fait, ouvrir cette petite porte et faire prendre conscience à ces personnes que non, elles n'ont pas nécessairement besoin d'avoir fait du sport pour s'y mettre. Elles n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un abonnement dans une salle de sport pour commencer à bouger. Elles n'ont même pas besoin d'avoir une tenue de fitness pour commencer à bouger. Et elles ont un corps, même en fait. Pas, oh là là. Mais même pas, c'est incroyable. Même pas, c'est fou ça. Voilà, après des petites barres parallèles, Eric Flag. Bien sûr, ça fait jamais de mal, on est d'accord. Voilà. Mais voilà, c'est faire comprendre ça et je pense que là-dessus, vraiment pour en revenir, les réseaux sociaux et la communication, en tout cas qu'on peut prodiguer, partager via ce vecteur-là, et peut être très impactant en fait. Donc c'est assez génial. Voilà. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est énormément d'outils à disposition et peut-être même un peu trop parfois, surtout avec les conseils contradictoires. Dans ce milieu, il y en a beaucoup et c'est aussi pour ça que certaines personnes se retrouvent confuses. Parce qu'on peut pas leur en vouloir, hein, clairement. Moi, j'étais aussi confus quand j'ai commencé sans les réseaux et aujourd'hui, c'est peut-être une abondance d'informations, quoi qu'il en soit. Chacun essaie de s'en sortir comme il peut. Mais pour en revenir à ton parcours sportif dont on parlait avant, tu faisais beaucoup de musculation.
Et aujourd'hui, quand je regarde ce que tu fais sur tes stories, sur Instagram et ce que tu promouvois et ce que tu fais pour toi-même, clairement, parce que ce que tu promouvois, ce que tu partages, c'est ce que tu fais toi. Et c'est beaucoup aussi, tu fais de la musculation un peu classique, tu fais un peu du HIIT, tu fais de la gym, tu fais beaucoup de mobilité, beaucoup de flow, de mouvement, ouais. de routine matinale aussi pour éveiller le corps et énormément de choses. Et toi, est-ce que tout cela, ça te plaît et du coup, tu le fais comme ça? Est-ce que tu as un planning conscient autour de cela? Comment est-ce que tu organises tes semaines autour de toutes ces... Tu vois, quelqu'un qui se dit « Ah bah moi, j'ai bien envie de faire de la mobilité, j'ai bien envie de faire de la gym, j'ai bien envie de faire X ou Y, mais est-ce que tout mélanger, ça va pas genre me détraquer de mes objectifs ?» Alors après, ça dépend, il y a objectif et objectif, on est d'accord. Comment est-ce que toi, tu te débrouilles vis-à-vis de ton entraînement avec tout ça? Eh ben, j'ai eu, justement, ouais, donc c'est super comme question. J'ai eu une grosse période pendant le premier confinement où j'ai voulu tout faire au taquet. J'ai voulu, et puis alors je me suis lancée dans la pratique physique du yoga. Je fais bien la différence entre la pratique physique du yoga et le yoga dans sa globalité. Mais bon, à cette époque-là, je découvrais tout. C'était le confinement, donc j'étais chez moi, j'avais mon corps à disposition pour faire plein de choses avec. Et là, je me suis mis une pression de dingue où comme je voulais tout faire en même temps à fond, je me suis retrouvée submergée et complètement noyée dans toutes ces approches. Et en fait, ce qui a tout changé, c'est... puis bon, je suis passée par le CrossFit aussi. Ah oui, ça, très bien. Ah ouais, t'as vraiment tout fait, quoi. T'as tout fait. J'ai fait plein de trucs. Et là, j'ai envie de me mettre à l'escalade. Mais ce qui a vraiment tout changé, c'est quand je me suis rendu compte que, en fait, déjà, j'étais pas partie pour faire les Jeux Olympiques. Donc, déjà, ça enlève une pression. C'est-à-dire que on est bien d'accord que pour la grande majorité des personnes qui s'entraînent, c'est pas pour faire une carrière sportive. Donc déjà, reprendre conscience de ça, ça remet un petit peu les choses en perspective et ça enlève un petit peu de pression que encore une fois beaucoup de personnes ont. En plus, alors il y a un biais cognitif extraordinaire, de perception plutôt extraordinaire sur les réseaux sociaux, c'est que par exemple si on partage 4 stories dans la journée qui sont 4 stories d'entraînement, les personnes vont croire que c'est ce qu'on a fait du matin au soir. Clairement. Exact, oui. Donc déjà, ça, voilà. Et déjà, ça, mais même moi, je suis tombée dans le panneau où j'avais l'impression que tout le monde en faisait plus que moi. Et en plus, comme on suit plusieurs personnes, on regarde littéralement des personnes qui s'entraînent de manière très diverse tout au long de la journée. Dans notre esprit, c'est ce qui se passe. Donc, on a envie de faire la même chose. Et du coup, on se retrouve à faire tout et n'importe quoi en même temps et à se mettre une pression de dingue en se disant si j'ai pas fait ma mobilité ça va pas aller, ouais mais là j'ai pas renforcé ma chaîne postérieure, ça va pas, j'ai pas bossé mes handstands, etc. Et à un moment donné déjà faut se calmer, faut se dire attends, déjà est-ce que tu fais ça pour manger ou est-ce que tu fais ça pour le plaisir, parce que ça fait une grosse différence quand même. Et puis après ce qui est cool c'est qu'en fait, alors il y a deux choses. Ça, c'est mon côté coach qui va parler. C'est qu'il y a quand même des fondations physiques de base à avoir juste pour éviter de se péter dans tous les sens. Donc, il faut quand même avoir la patience de les construire, ces fondations, avant de vouloir partir dans tous les sens. Mais ces fondations, elles peuvent s'acquérir par plein d'approches différentes, en fait. Que ce soit... normalement, en CrossFit, c'est quelque chose qu'on voit, malheureusement... Dans les box, je vais me faire assassiner, mais c'est pas grave. Dans les box, moi, en tant que coach, c'est pas du tout ce que j'ai constaté parce que les gens veulent venir pour du fun, ils veulent transpirer, ils veulent se dépasser et ils ont absolument pas envie de venir pour un WOD sur lequel ils vont développer les mouvements fondamentaux. Ça les ferait chier et ils auraient l'impression d'être venus pour rien. Malheureusement, c'est le cas, alors que à la base, dans le CrossFit, il y a quand même tout ce travail en amont qui est extrêmement important, déjà à établir et après à continuer à faire perdurer en entretien pour préserver son intégrité physique et justement pouvoir s'éclater sur des choses qui challengent beaucoup plus. Donc bon, nous on a envie que ce soit Disneyland, on a envie de souffrir, on a envie de transpirer, du coup on n'a pas envie de se faire chier à faire ça. C'est comme aller faire ses gammes Tiens, t'en parlais justement. Tiens, ah bah oui, exactement. Oui, c'est comme le solfège. On n'a pas envie de faire le solfège avant. On n'a pas envie. Voilà, c'est ça. Sauf que, à moins d'être extrêmement bien doté d'un point de vue génétique, c'est très dur après de pas se faire des petits pets dans tous les sens et du coup de se retrouver limité dans sa pratique physique. C'est un peu dommage quand même. Donc,
Les fondations, c'est important de quand même y consacrer un minimum de temps, juste pour imaginez, hein, vous êtes dans un cockpit d'avion, si on s'est appuyé que sur un bouton, on va pas pouvoir piloter l'avion. Bah le corps c'est pareil en fait. À un moment donné, faut prendre le temps de lire la notice et puis de pratiquer un petit peu. J'appuie sur des boutons, de jouer un peu, voir ce qui se passe quand on appuie sur un bouton, une petite manette là, tiens. Faut apprendre à manier. Je pense qu'on mime très mal, hein, d'ailleurs, les pilotes d'avion, mais c'est tant mieux, il n'y a pas l'image. Oui, non, ils sont sûrement l'air de mieux savoir ce qu'ils font, je pense, ouais. Voilà. En tout cas. Mais voilà, il faut quand même lire la notice et se familiariser avec l'outil qui est notre corps avant de chercher à faire des loopings en l'air, quoi. Et ça, alors, ce qui est cool, c'est que à la base, il y a plein d'approches physiques qui le permettent. Enfin, tu vois, toi, mine de rien, je pense, si je dis pas de bêtises, en tout cas, c'est par ce biais-là que je t'ai connu par le street. Ça t'a pas empêché de parler justement de plein de choses fondamentales qui permettent après de devenir un super master en flag, tu vois. Non, effectivement, je suis d'accord, c'est très important. On peut pas se lancer à essayer de faire un drapeau parce que c'est stylé. On va se faire mal probablement et ça peut démotiver, décourager. Voilà, si t'as pas une notion d'engagement, d'engagement musculaire du centre du corps, de stabilité des épaules, des choses comme ça peut pas fonctionner. Si t'as pas la mobilité parce que t'as passé des années en position assise face à un écran, effectivement, se lancer dans une quelconque activité, ça va être un peu compliqué, hein. Et même des cours collectifs de base, hein. Bon, moi, qu'est-ce que j'en ai vu, des tendinites et des personnes qui étaient hyper limitées physiquement alors qu'elles se faisaient balles de cours collectifs tous les jours. Et en fait, ça ne faisait qu'accentuer des déséquilibres physiques. Donc, il y a quand même une base qui est importante à avoir, à établir. Mais après, honnêtement, et ça, alors, Major Mouvement, il est génial là-dessus, c'est qu'il a quand même vachement démocratisé le truc. C'est que le corps est conçu pour bouger, donc on peut faire pas mal de choses avec. Et à un moment donné, moins se prendre le chou quand même un petit peu, moins se prendre le chou et juste prendre conscience que effectivement la sédentarité je pense pouvoir dire que c'est notre plus grand générateur de blessures à la base parce que c'est ce qui fait qu'on n'est plus capable de soulever des charges correctement, de bouger correctement et qu'on est complètement déconnecté de notre corps parce que finalement on n'utilise que notre cerveau et qu'on se retrouve avec une espèce d'épave qui bouge pour faire le strict minimum au quotidien. Donc finalement, et même en étant sportif en fait, parce que la pratique sportive va accentuer tout ça. Encore une fois, hein, si on passe une journée assis ou debout à un poste de travail, se faire 2 heures de séance hyper intense, ça peut pas faire que du bien en fait. Voilà. Donc il y a une reconnexion qui est hyper importante. Et voilà, moi, du coup, quand même pour revenir à ta question de base, parce que j'ai encore dévié, du coup, le moment où j'ai vraiment commencé à prendre plaisir à bouger, à explorer plein de choses, et puis surtout, en fait, le moment où j'ai commencé à vraiment progresser, clairement, c'est le moment où je me suis dit, OK, je veux pas faire les Jeux Olympiques de gymnastique. Bon, donc j'ai peut-être pas besoin de me mettre une pression de dingue pour faire tel et tel mouvement. Je vais un peu suivre plus mes instincts, toujours en gardant une base de mobilité et de renforcement musculaire plutôt équilibré pour justement pas me détraquer quand je fais des expérimentations, notamment avec les levitate bars. Mais j'ai vu que tu fais quelques mouvements de street workout et tout ça. Tu fais, enfin vraiment. Non, mais c'est ultra impressionnant le front lever que tu commences. Enfin, je suppose que tu vois ce que c'est. Quand même, en petite boule, mais en petite boule. Attends, c'est pour un homme, c'est extrêmement dur. Pour une femme, j'en vois pas souvent qui ont ne serait-ce que la motivation d'essayer d'attaquer quelque chose comme ça. Et moi, je te vois faire ça au calme dans ton salon. Et je me dis, ah ouais, non, c'est beau à voir. Ah, merci. C'est parce que tu vois pas ma tête qui fait des grimaces, hein, par contre. c'est une souffrance. J'imagine. Mais voilà, c'est fun en fait. C'est ça qui est cool, c'est que c'est super fun. Et je pense que du coup aussi avoir dissocié ma pratique sportive de ce que je proposais aux gens, ça a enlevé une énorme pression. C'est-à-dire que maintenant, je partage ce qui me fait kiffer et qui peut être du coup totalement différent d'un jour à l'autre, mais c'est pas mon travail. C'est-à-dire que mes stories, c'est du kiff. Comme toi, tu partages tes entraînements parce que ça te fait kiffer de les partager. Et ça, c'est un truc que j'avais trouvé génial. Tu l'avais dit dans une story. Je te stalke pas du tout.
ça fait la nana qui s'occupe. Mais je me suis dit, ah ouais, c'est ça en fait. Parce que c'était exactement ça aussi. C'est que tu disais qu'en gros, des fois, partager en story et donc du coup te filmer, ça te poussait un petit peu plus dans tes séries, dans tes trainings et tout. Et moi, je me rends compte que pareil, hein, parce que quand t'es là, je vais partager ça parce que c'est cool et tout. Et du coup, tu mets ta caméra. Un genre de pression en plus qu'on peut se mettre, ouais. C'est une motivation, ouais. Voilà, totalement. Mais par contre, voilà, c'est plus, j'enseigne rien aux gens quand je partage ça en story. Moi, ce que j'enseigne, c'est le reste du fruit de mon travail, en fait, mon vrai travail, qui est du coup dissocié de ma pratique physique. Et alors ça, je pense que c'est le truc le plus important que je puisse dire maintenant aux gens, c'est que quand tu t'entraînes pas pour en vivre, ça peut tout de suite devenir beaucoup plus fun, en fait. Et il faudrait se concentrer là-dessus, parce que moi, quand je vois comment tu t'entraînes aujourd'hui, en fait, la question de pourquoi tu fais ces choses et pourquoi ça marche bien, c'est parce que tu te plais là-dedans et que tu te laisses simplement faire ce qui te donne envie, en fait. Alors, je vais pas dire que je m'inflige rien, que je m'impose rien, parce que il y a quand même un développement, parce que sinon, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément de background en quelconque sport que ce soit, qui vont se dire ouais, mais moi en fait c'est pas fun pour moi de bouger du tout, ça me fait chier. Donc il y a quand même cette histoire de conscience qui se travaille, hein. C'est clairement une question de neuroplasticité, hein, ça s'entraîne, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu t'entraînes aussi, pas parce que c'est toujours rose, hein, t'en chies quand tu t'entraînes, mais par contre ta conscience elle te permet d'aller au-delà et te dire ouais, je m'entraîne parce que déjà ça me permet de me sortir d'une zone de confort qui m'épanouit pas. Voilà, parce que clairement, si je fous rien et que je décide de glander, moi, à la fin de la journée, je me sentirais pas super bien. Ça permet aussi mais ça se travaille encore une fois, de découvrir ce que le corps est capable de faire, et ça, c'est absolument génial. Et ça permet du coup de beaucoup mieux accepter des difficultés physiques qui se présentent pendant un entraînement. Et ça permet, il y a une discipline, hein, évidemment, qui se cultive. Hein. On n'est pas sur une plage aux Bahamas à siroter une pina colada, c'est clair. Mais par contre, au-delà de ce travail-là, qui est quand même fondamental pour... mais même, je pense, dans le développement de l'être humain, et c'est là que le sport prend toute sa place, en fait, c'est que on a besoin de s'élever un minimum, et je pense que le fait d'accepter... alors ça, pour le coup, encore une fois, je pense que là-dessus, t'es un très, très bon exemple, et tu partages beaucoup, mais on peut pas chercher à rester dans notre confort permanent, en fait, parce que effectivement, on est conçu pour ça. C'est ce qui nous a permis, cette recherche de confort, elle nous a permis aussi de nous protéger durant notre évolution. Mais maintenant, on n'a plus besoin de ça, en fait. Et c'est ce qui nous tue à petit feu, les populations modernes et avancées. C'est vraiment, c'est hyper toxique. Donc, il faut prendre conscience qu'on n'est pas fait à la base pour être dans un confort absolu, et il faut réussir à s'élever suffisamment, à développer suffisamment cette conscience qui nous pousse à sortir de ce confort pour tout simplement on continue à se développer en tant qu'humain, quoi. C'est important, et le sport pour ça c'est un super outil. Justement, ouais, parce que en tant qu'être humain, j'ai l'impression ce qu'on aime beaucoup, c'est les petites victoires, c'est se voir progresser, c'est avancer, avoir l'impression d'avancer dans une direction qui nous motive, qui nous voit nous améliorer pour X ou Y raison. Et ce qui est bien, c'est que le sport, c'est un petit peu une valeur sûre. On sait, le sport, c'est indisputable. Tout le monde est d'accord pour dire que le sport, c'est bien. Et que quand tu arrives à faire 3 pompes alors qu'avant, tu arrivais à en faire 2, t'as la preuve que t'as progressé. Et en plus, c'est bon pour la santé. Donc effectivement, c'est un bon moyen de sortir de sa zone de confort. Et comme tu l'as dit, de cultiver une discipline aussi. Donc quelque chose que tu pourras appliquer à d'autres choses dans ta vie. En mode, aujourd'hui, je m'entraîne parce que c'est le jour où je dois m'entraîner. Du coup, j'y vais, même si je suis un peu moins motivé, même si ça va pas être agréable, même si je ne serai pas aux Bahamas. J'y vais et je sais que je serai content après. Et à la force de l'habitude et la culture de cette discipline, ça devient de plus en plus facile, et ensuite ça devient normal. Normal. En tout cas, je pense que pour toi ça a dû être devenu c'est probablement normal depuis un moment quand même. Ouais, bizarrement quand même, parce que encore une fois, je détestais le sport, et il y a encore des choses que tu me feras pas faire aujourd'hui, mais des fois je me réveille en me disant je vais aller courir. Alors que je sais que je déteste ça, mais voilà. Moi aussi. Je me sens... Ouais, ça m'arrive parfois. J'ai des idées bizarres comme ça aussi des fois. Tu sais, ça me tombe dessus. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ouais. On devient peut-être un peu maso à force, par contre, je pense, quand même. Ça peut aller, mais... C'est possible, ouais.
écoute, on a l'air d'être intéressé par des choses plus ou moins similaires d'un point de vue entraînement. Et évidemment, j'ai bien sûr remarqué tout de suite qu'on était intéressé par d'autres choses aussi au niveau de l'alimentation, de la nutrition. Ouais. Je sais que tu es végétalienne, sauf erreur. Et alors moi, je ne suis pas végétalien, mais je ne mange plus de viande depuis un petit moment. Et c'est quelque chose que je trouve bien pour moi, en fait, concrètement. Du coup, j'aurais voulu, là, si tu veux nous partager ton évolution vis-à-vis de ça, d'où est-ce que c'est arrivé, comment, pourquoi, et quels ont été un petit peu les impacts que tu as remarqués à la suite de ce changement, parce que je pense que c'est quelque chose... Je ne sais pas depuis combien de temps ça fait et quel a été ton process. 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans. Bon, alors, clairement, moi, la cause animale, c'est quelque chose j'y ai toujours été extrêmement sensible. J'ai baigné dans les animaux. Et c'est ce qui m'a fait quitter le milieu du cheval, dont je suis issue à la base, rapidement, en fait. Bien avant de décider de ne plus manger de produits animaux. Déjà, ça faisait très longtemps que j'avais complètement quitté le monde de l'équitation. Et le processus a été un petit peu long. C'est très lié à une expérience personnelle et à des schémas notamment familiaux que je voulais pas répéter et qui du coup me bloquaient parce que j'avais l'impression que si je prenais des décisions, j'allais répéter les schémas d'une figure paternelle biologique que je voulais pas du tout répéter. Et j'ai dû faire une psychothérapie pour me rendre compte que je pouvais tout à fait faire mes propres choix sans être l'image de mon père biologique pour le coup. Donc, ça a été un très long processus. Et ce qui est marrant, alors il y avait une espèce vraiment une dichotomie totale entre cette conscience que j'avais à la fois du bien-être animal, de l'environnement, toutes ces choses-là, en fait, qui sont liées à notre consommation de produits animaux. Et ma propre consommation qui n'a cessé d'augmenter pour atteindre son apogée quand j'ai fait ma compétition fitness, parce que je ne me nourrissais quasiment que de produits animaux. C'était catastrophique quand même. Et d'ailleurs, ça m'a pas fait que du bien. Ça ne m'a pas fait de bien du tout. Donc, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est pour ça que je veux les garder aussi, ces vidéos, parce que c'est important, ne serait-ce que pour moi, en fait, de me rappeler qu'il y a quelques années, j'avais l'air beaucoup plus bouffi, j'avais les traits beaucoup plus tirés que maintenant, parce que j'étais inflammée en permanence. En fait, c'est une catastrophe. Donc, ça se voyait sur ma peau. C'était flagrant. Et donc, il a fallu du temps, et c'est il y a 4 ans que finalement, je suis arrivée à un moment de ma vie, la maturité dans le travail personnel aidant, et puis la rencontre avec mon ami aussi qui a mis le doigt en fait sur cette contradiction énorme qui était, je pense, assez criante en fait. Et un jour, il m'a dit, on avait une grande discussion sur l'environnement, etc. Il me dit, mais toi, je comprends pas. Lui venait de voir, lui n'est pas du tout végétalien. Il est open, quoi, mais il n'est pas du tout végétalien, mais il s'intéresse à beaucoup de choses. Et il avait vu un documentaire qui s'appelait Cowspiracy, qui était par le même mec qui a fait What the Health un peu plus tard, et qui était justement sur tous les lobbying liés à l'industrie de la viande et des produits animaux, donc qui était assez intéressant. Moi, je n'avais pas du tout, je connaissais pas. Et un jour, il me dit, mais je comprends pas, toi, avec tous tes idéaux, pourquoi tu manges encore de la viande ? Et il m'a dit ça totalement innocemment, et je n'ai pas su quoi lui répondre. Mais vraiment, j'avais absolument aucune réponse à lui donner. Et c'est tombé pile au bon moment. Et en fait, le soir même, je me suis dit, mais pourquoi je mange de la viande ? En fait, c'était devenu une habitude. En fait, je m'étais rendu compte que j'avais j'avais construit une façade de croyance et qu'elle s'était effondrée, mais parce que aussi j'avais développé des connaissances en matière de nutrition qui me permettaient de me rendre compte que c'était pas vital pour moi. Du coup, cette façade s'est effondrée et j'ai pris la décision le jour de mon anniversaire, donc très 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 peu de temps après cette discussion, du jour au lendemain en fait, d'arrêter de manger des produits animaux. Voilà, comme ça. Du jour au lendemain. Donc, tu de passer végétalienne du jour au lendemain. Alors. Ouais. Alors après, je suis pas, et c'est pour ça, déjà, je suis pas végane. Parce que, je vais me faire tirer dessus. Après la communauté CrossFit, peut-être avoir quelques c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, liberté d'expression et de pensée, hein, tout simplement. Mais déjà, j'ai pas envie de me mettre dans une case.
Et je suis certainement que dans le fond, je suis végane parce que je respecte l'animal et le vivant dans son ensemble, bien au-delà de mon assiette, mais tout autant que l'humain. Et finalement, mes actes quotidiens, j'essaye d'être juste le plus aligné possible avec mes valeurs et ça va au-delà des animaux, c'est juste le vivant, c'est juste la planète, c'est juste tout. Donc, je veux pas rester dans la case végane. Je veux être dans aucune case en fait, donc ce que je mange, effectivement, il n'y a pas de produits animaux. Par contre, ça m'est déjà arrivé et ça m'arrivera sûrement encore en voyage de tester une pâtisserie dans laquelle il y a des produits laitiers et est-ce que c'est grave? Bah non, pas du tout en fait. Il y a personne qui va venir me fouetter, je ne vais certainement pas me flageller. Mais en tout cas, au quotidien, moi j'ai le choix et quand j'ai le choix, il n'y a aucune raison que je mange des produits animaux parce que clairement ça m'apporte rien du tout et ça m'épanouit pas du tout. Mais voilà, j'ai pas d'interdit. Même si par contre clairement j'ai pas du tout remangé de viande, d'œufs ou de fromage depuis 4 ans. Mais voilà, enfin si quelqu'un me prépare un beau gâteau, je pense à la famille de mon ami, le jour où je vais aller les voir et qui me prépare, je sais pas, un beau gâteau, je vais certainement pas dire non mais je vais pas y toucher. Attendez, il y a du lait, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que si vous essayez de m'empoisonner ou quoi là? Et la vache derrière. Non mais voilà quoi. Chacun on est à son stade et chacun compose en fait comme il peut et je vais pas aller cracher sur ce que font les autres, même si c'est pas en accord avec ce que mes valeurs à moi. Parce que justement, ça fait partie de mes valeurs aussi de laisser toutes les personnes vivantes autour de moi penser et faire ce qu'elles veulent en fait. Voilà. Donc, mais je mange végétal et clairement, je ne suis pas carencée. Non, tu as l'air plutôt en bonne forme, hein. J'ai envie de dire, tu n'es n'es peut-être pas la meilleure tête d'affiche de ceux qui auraient envie de dire que manger végétalien égale tout frêle, ouais, faible. Tu m'as l'air d'être un bon contre-exemple de ça, en tout cas, quand même. Bah oui. Non, mais c'est ça qui est génial, c'est que le corps humain, mine de rien, il s'adapte à tout, en fait. On peut choisir à l'heure actuelle de manger de la manière qu'on le souhaite. De toute façon, on le voit bien quand on voit les modes de vie alimentaires qui sont en train de se développer de plus en plus. Et à base de produits ultra transformés, ultra carnés pour le coup, ultra raffinés, on arrive quand même à survivre. Alors très mal, hein, clairement, très très mal, parce que les épidémies d'obésité, de maladies cardiovasculaires, elles sortent pas de nulle part, hein, clairement. Mais même comme ça, même en s'intoxiquant un petit peu, on arrive à être en vie. Donc c'est pas parce qu'en fait on décide d'arrêter des protéines animales que d'un coup on va mourir. Parce que le corps est carrément plus solide que ça. Alors après, je ne saurais pas dire si manger végétal est mieux que manger omnivore. Je pense par contre que le corps est totalement capable de se développer sans protéines animales, comme il est capable de se développer avec des protéines animales. Donc après, on peut choisir. Et encore une fois, hein, je suis mon propre cobaye et si je développais une quelconque carence à laquelle je ne pourrais pas pallier dans le cadre de mes choix alimentaires, il faudra que je les remette en question, évidemment, hein, parce que le but, c'est pas de mourir à petit feu parce que j'ai décidé d'arrêter de manger tel et tel nutriment. Mais bon, là, pour le coup... pour l'instant, ça va. Ça va très, très bien. Ouais, ça va bien. Voilà. Ouais, je suis entièrement partisan, comme toi, du fait de faire ses propres choix et puis laisser à chacun faire ses propres choix en toute conscience de cause et qu'il y ait ni... selon moi, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste des expériences, des apprentissages personnels et des façons de faire qui nous correspondent mieux aux uns et aux autres. En essayant de minimiser l'empiètement sur les libertés des autres, etc. Bien sûr, on est d'accord, on peut pas faire tout ce qu'on veut juste parce qu'on a envie, mais voilà. Personnellement, j'ai pas d'intérêt à regarder ce que les autres mangent ou à le critiquer non plus. Et je trouve ça
Ni comme toi, du coup, à me contraindre concrètement. Ouh là, non, je suis vegan, donc il faut absolument pas que X ou Y, etc. Non, c'est juste un choix, comme tu l'as dit, bah, c'est un choix. Tu as décidé de faire ça, tu te mets pas de pression. C'est ça le problème, c'est qu'on se met un peu la pression parfois, et parce qu'on l'a annoncé, parce que on s'est collé cette étiquette et qu'on voudrait surtout pas paraître incohérent ou qu'on change d'avis, ou ah ouais, en fait, t'étais vegan 3 jours et ensuite t'as changé, ou ah, c'était juste pour suivre la mode, etc. Donc, non, je suis très... c'est bien, je suis très bien, je savais pas ce que tu allais me répondre, je suis très content de ta réponse, elle me correspond très bien, voilà. Je suis absolument ravie. On pense pareil, ça me fait plaisir, très bien. Écoute, moi, je m'en doutais un petit peu. Ouais, je suis d'accord, je m'en doutais un petit peu aussi, sinon je ne regarderais pas ce que tu fais, j'imagine, si ça me parlait pas. Donc on va passer à un autre petit sujet qui m'intéresse beaucoup et je sais que ça t'intéresse également, c'est tout le côté entrepreneurial. Sur les réseaux sociaux, on dira, mais par rapport à ce que tu fais toi, parce que t'es coach sportive à la base, je sais que tu as travaillé un petit peu dans l'équitation, ensuite tu as arrêté, tu es redevenu coach pendant un petit moment en salle, parce que comme la plupart des coachs, je suppose, en tout cas à l'époque, tu as commencé en salle avant de te mettre à ton propre compte et de vouloir juste coacher pour toi, on dira. Aujourd'hui, je suppose que ça fait un moment, je suppose que tu vis entièrement de ton activité sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu coaches toujours en vrai, hors Covid, tout ça, ou est-ce que justement tu es parti de ce côté digital, de ce côté mise à l'échelle plus grande de ce que tu peux proposer aux gens? C'est quoi ton métier aujourd'hui? Est-ce que tu es coach sportif? Est-ce que tu... Eh ben non, je fais partie, et c'est tellement dur à comprendre encore pour beaucoup de personnes, mais je fais partie des infopreneurs, hein, ni plus ni moins. Je ne coach plus du tout en physique, ça fait maintenant plusieurs années. Alors on me demande beaucoup si je vais reprendre les coachings, et non, parce que mon statut de chef d'entreprise ne me le permet plus du tout. Donc je ne peux plus coacher en individuel, et puis en plus ça me ferait dévier de moi la direction dans laquelle je veux aller, et oui, mon activité est entièrement dépendante, fonctionne entièrement en ligne et complètement dématérialisée. Après, j'aimerais beaucoup par la suite réintervenir en présentiel, notamment au sein des entreprises, parce que, encore une fois, en tout cas sur tout ce qui touche au mouvement, il y a un énorme travail à faire. Et ça, c'est un objectif que j'ai depuis très longtemps, de pouvoir aller me déplacer et donner des conseils vraiment faciles à mettre en pratique qui peuvent améliorer le quotidien de toutes ces personnes qui bossent dans des bureaux. Donc, il y a quand même un retour en présentiel, moi, que j'aimerais faire un jour. On verra, je pense, d'ici 1 ou 2 ans. On verra comment se développe le reste des projets, parce qu'évidemment, il y a plein de projets sur le feu. Alors, moi, le souci, c'est que je suis un petit peu sur 3 chevaux de bataille, que sont tout l'aspect alimentation, qui moi, m'a tenu énormément à cœur pendant plusieurs années, de par mon propre vécu, et puis tout ce que j'ai pu construire, encore une fois, pour répondre à ma clientèle, et puis voilà, d'un point de vue personnel, en fait, j'ai toujours beaucoup étudié l'impact de la nutrition, au-delà de la performance du poids du physique, mais sur la santé, sur le microbiote, sur le bien-être, sur même le développement personnel. Donc ça, c'est un sujet qui me passionne, et là, je m'en suis un tout petit peu éloignée, et puis parce que je suis super gourmande, hein, pour être totalement honnête. La bouffe, c'est la vie. Ouais, et voilà, donc là, je m'en suis un peu éloignée parce que je suis ultra focus sur le gros bébé qui vient de sortir, mais je ne vais pas m'en détacher du tout, parce que ça reste ma passion, mais on ne peut pas être à fond, surtout en même temps. Et puis, l'autre gros axe, c'est donc le mouvement. Et puis plus globalement, en fait, finalement, on est sur une approche très holistique. Alors, je n'aime pas utiliser ce terme-là parce qu'il est tellement galvaudé. Holistique, c'est devenu très populaire ces dernières années comme adjectif, effectivement. Ouais. Voilà. Mais en fait, la naturopathie, c'est quand même ce que c'est, et donc dans son sens le plus correct, donc le plus juste, on va dire. Donc ouais, je suis étudiante en naturopathie à l'heure actuelle. Qui pour moi fait un peu la jonction entre toutes ces valeurs que je veux partager, en fait. Donc
ça va venir un petit peu englober tout ça et peut-être harmoniser un petit peu plus parce que pour l'instant, je suis un petit peu tiraillée encore entre les deux. Et c'est pas évident. Enfin, je pense que toi, tu pourras que confirmer ça, mais notamment sur les réseaux sociaux, faut se positionner et il faut que ce positionnement soit clair pour les gens à identifier. Oui. Ah oui, s'ils ne peuvent pas te mettre un post-it en mode lui c'est pour la muscu, lui c'est pour perdre du gras, lui c'est uniquement pour ci, pour ça. Les gens, ça leur mâche pas le travail en ce qui nous concerne, on dira. Non, on a besoin, de figures qu'on puisse identifier pour quelque chose de très précis. Moi, je sais que je suis complètement hors de ça. Et on y travaille pour que ce soit un peu plus harmonieux. Mais c'est peut-être ce qui fait ta propre différenciation au final, j'imagine, de pouvoir proposer une approche plus globale. Eh bien, ça peut être une espèce de spécialisation en soi, tu vois, mine de rien. Ça peut. C'est pour ça que, mine de rien, en fait, pour être totalement honnête, mes études en naturopathie, je l'ai fait pour apprendre des choses, hein, effectivement, même si, très honnêtement, il y a plein de choses que je vais devoir apprendre bien au-delà de cette certification, qui est pourtant une certification longue, hein, qui est censée permettre à une personne de s'établir à son compte et de recevoir des clients. Donc, mais moi, elle ne me satisfait pas du tout en termes de contenu. Et par contre, il y a quand même beaucoup de choses que je vais attendre. Par contre, ce post-it va aider dans l'esprit des gens à comprendre ce que je fais, en fait. Voilà. Donc, il faut en passer par là parce que si je suis que coach sportive, je suis catégorisée coach sportif pour les gens qui font du sport. Si je suis trop sur la nutrition, déjà, j'ai pas la légitimité parce que je ne suis pas nutritionniste ou diététicienne, n'est-ce pas ? Donc voilà, il me faut ce post-it-là. Encore une fois, j'apprends plein de choses et ça m'ouvre plein de voies en termes de développement des connaissances pour la suite. Mais en soi, la formation en elle-même, vraiment, je dois admettre qu'elle est extrêmement barbante et qu'il y a peut-être à peine un quart du contenu qui m'intéresse vraiment beaucoup et surtout qui m'apprennent des choses que je ne sache pas déjà. Donc bon, mais voilà, là on est, parce que ta question est plus autour de l'entrepreneuriat, en termes de business, il faut quand même une identification qui soit claire, tout simplement pour développer un business, c'est important. Et moi, c'est ma grosse volonté. J'ai des ambitions entrepreneuriales bien plus que de développement. En termes d'influenceuse, je suis pas du tout influenceuse. Les réseaux sociaux, ce sont mes vecteurs de communication. Et mon premier moyen d'atteindre des personnes qui puissent m'aider à développer ce projet, ce gros bébé qui me tient à cœur et surtout qui puisse leur être utile parce que je suis quand même dans un service. Je suis pas là pour faire du fric en vendant du dropshipping, tu vois. J'ai pas l'impression que ce soit ton bail, voilà. Effectivement. mais voilà, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que moi, je m'acharne au niveau du boulot pour proposer tout ce que je peux proposer qui puisse être utile aux personnes, mais en contrepartie, tout ce travail-là, il n'est pas fait pour rien. C'est-à-dire qu'il sert aux personnes qui sont atteintes, mais il me sert à faire grandir aussi mon projet et moi en tant que personne. C'est du donnant-donnant. Donc voilà. Mais c'est vrai que niveau business pur, je suis entrepreneuse maintenant en fait. C'est mon travail. C'est marrant, je suppose que je me rangerais un peu dans la même case que toi, malgré tout, c'est ce qui centralise le plus tout ça. Toi, tu proposes des programmes d'entraînement, du coup, des programmes de musculation à la maison, ce genre de choses. Tu as des guides d'alimentation, des guides de nutrition, tu as des livres de recettes, beaucoup de choses déjà. Et tu me parles beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui sont intégrables dans une approche globale à nouveau. Et tu as lancé tout récemment un tout nouveau gros projet, ton gros bébé, je suppose que c'est de ça dont tu parlais. Est-ce que tu peux le Moveo, sauf erreur, qui s'appelle? Est-ce que tu peux le présenter rapidement? Qu'est-ce que c'est, pourquoi, et quel est le fonctionnement en termes de business derrière? Eh ben écoute, en gros, Moveo, c'est du grec ancien, ça veut dire l'action de bouger, mais pas que bouger soi en fait, et c'est pour ça que j'aime bien, parce que c'est bouger aussi, faire bouger les choses, et c'est vraiment ça. L'idée, c'était de proposer un accompagnement vraiment mensuel pour que les personnes puissent... des personnes, encore une fois, les programmes, c'est bon, j'ai fait le tour.
J'en ai marre des programmes. Parce que c'est très éphémère et je me rends compte en plus, particulièrement avec les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, on consomme du programme et après, il faut passer au suivant. Et puis finalement, est-ce qu'on progresse vraiment? Non. La plupart du temps, peu. Ou en tout cas, il y a un progrès et il y a une régression. Il y a à nouveau un progrès, une régression. C'est quelque chose que j'ai tellement vu. Et ça m'intéresse plus, en fait, de participer à ça. Et moi, j'ai plus envie de me tourner vers toutes ces personnes. Alors, c'est un peu paradoxal et c'est pour ça, là, on est en plein virage parce que pour l'instant, ce sont les personnes qui me suivent, qui consomment mon contenu. Mais moi, je veux plus, en fait, apporter des outils à ces personnes qui en ont déjà énormément des outils, pour s'entraîner, et qui sont déjà suffisamment éveillés et sensibilisés à l'impact du mouvement, l'importance du mouvement, à l'entraînement, etc. Moi, je veux me tourner vers toutes les autres personnes qui en ont absolument pas conscience et qui, au quotidien, ont mal partout, se trimballent des douleurs, des usures prématurées, du surpoids et toutes ces personnes-là qui n'ont pas conscience, en fait, qui ont l'impression qu'il faudrait qu'elles fassent du sport et un super régime pour enfin se sentir bien, alors qu'il y a peut-être une approche un peu plus nuancée, un peu plus surtout abordable, qu'elles peuvent commencer à mettre en place et disséminer dans leur vie, en fait. Et c'est de là qu'est né Moveo, en fait, pour faire clairement bouger les gens facilement et leur aider à comprendre aussi ce qui se passe dans leur corps, parce que sans connaissance, on peut pas vraiment appliquer sur le long terme et prendre conscience de ce que ça fait, en fait, parce que si on connaît pas un minimum son corps, et ben on va faire un mouvement, puis après on va avoir peut-être des douleurs qui vont se réveiller juste parce qu'on est en train de modifier des schémas postureux. On va se dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais avoir un lumbago, j'arrête tout de suite. Et voilà. Donc le but, c'est d'éduquer aussi. C'est à la fois éducatif et à la fois un accompagnement qui fasse bouger les gens. Et donc, plus concrètement, c'est une plateforme avec du contenu qui tombe tous les mois, avec à la fois de l'apprentissage et des outils. Et ce que je vais continuer à faire mois après mois. Alors moi, j'ai mis le doigt dans un engrenage où c'est absolument passionnant parce que plus je propose de contenu et plus j'en vois arriver en me disant, oh, ah, ça, faut que je parle de ça. Mais oui, mais carrément. Et en même temps, ce qui va être important, moi, dans ma démarche, en tout cas, ça va être de quand même faire prendre conscience aux gens qu'ils n'ont pas besoin de tout faire parfaitement, qu'ils n'ont pas besoin de tout savoir et de tout faire, en fait, pour que ça leur soit bénéfique. Donc, ça va être le plus délicat. Et puis, l'idée, c'est que ce produit-là, Moveo, après, on puisse le proposer à des entreprises, en fait. D'accord. Le mal de dos lié à la sédentarité, niveau sécu, c'est pas génial quand même. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Donc là, on est vraiment sur ça, c'est ma vision business. Et puis après, l'idée, ça va être de développer aussi le côté beaucoup plus... Allez, je suis obligée de le dire encore une fois, holistique autour de l'alimentation. Intégrer tout ça avec, et du bien-être général. Voilà, donc on va compléter au fur et à mesure. Mais voilà, pour l'instant, gros cheval de bataille, le mouvement. Puis toujours parce que c'est chouette, des recettes par-ci, par-là. Même si je suis moins créative en ce moment parce que mon cerveau, il est ultra focus. Mais voilà, manger, bouger, quoi. Ouais. Manger, bouger. Ouais, ok. Et c'est un système c'est une application en ligne avec une souscription du coup mensuelle pour les gens qui rejoignent ça. Ouais, c'est un abonnement, c'est comme si tu veux aller à la salle, tu t'abonnes, si tu veux avoir internet, tu t'abonnes à Free, et là c'est pareil. Ouais. C'est exactement pareil. C'est très omniprésent. En fait, j'ai remarqué ça aussi, j'ai l'impression que dans le fitness féminin, on dira, c'est très omniprésent, que chaque influenceuse, beaucoup, plus que les hommes, j'ai l'impression, sort son application, sort son système comme ça, et c'est très intéressant et c'est très efficace. Ça fait une source de revenus régulière, ça fait un accompagnement plus concret. Moi, j'ai toujours eu un petit peu peur avec ce système qui était qu'une fois que j'ai ce système, eh bien, je suis obligé du coup moi-même de travailler pour et de travailler dedans et de travailler à l'intérieur de cette plateforme en parallèle ou bien plus qu'à l'extérieur avec, tu vois, il y a un petit peu j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette dualité entre, ok, je peux faire une vidéo pour ma chaîne YouTube, pour tout le monde, pour faire augmenter la notoriété de ce que je fais, de mon service également.
mais il faut que j'en fasse aussi pour l'intérieur, pour les gens qui sont déjà là et qui ont besoin de nouveaux contenus régulièrement. Est-ce que ça du coup, tu te diriges, tu te diriges comment à ce niveau-là? Mais c'est un boulot énorme, en fait. C'est un boulot énorme. J'imagine bien. Voilà. C'est un boulot énorme, mais en même temps, c'est là que ça dépend de la manière dont on se positionne. C'est-à-dire que si tu es créateur de contenu ou influenceur, influenceuse, bah, ton contenu, il est dédié à divertir, enfin, c'est du contenu qui est dédié à ton audience qui te suit, donc qui répond aux besoins de ton audience. Après, du coup, d'un point de vue purement pécunier, tu fais ce que tu veux. Il y a des personnes qui bossent à côté, il y a des personnes qui font du merchandising, qui ont des sweatshirts à leur nom, des choses comme ça, qui ont des produits relatifs à leur pratique. Voilà. Concrètement, on est bien d'accord que les créateurs de contenu, il y en a très très peu qui font ça juste pour le plaisir, même si peut-être au départ ça venait de cette envie-là. Faut pas se leurrer. On est d'accord. À un moment donné, c'est du travail quand même. C'est du travail, c'est de l'investissement en termes de temps, en termes d'énergie. À un moment donné, très rapidement, ça devient du travail, ouais. Voilà, et ça coûte super cher, surtout quand au bout d'un moment tu te rends compte que toi, si tu passes une journée à monter ta vidéo, bah, c'est une journée de travail que tu perds, donc tu commences à payer des personnes. Donc ça devient vite un investissement à tous les niveaux. Donc effectivement, il faut qu'il soit au minimum rentabilisé cet investissement. Donc clairement, en tant que créateur de contenu, à un moment donné, soit on fait ça pour son entreprise, ce que je fais. Donc j'ai une part qui est vraiment du don pur, c'est-à-dire que j'apprends aux gens, je leur donne du contenu gratuit. Et j'ai une part qui effectivement est dédiée aux personnes qui soutiennent mon activité et me permettent de leur rendre encore plus derrière. Voilà, c'est encore une fois, c'est du donnant-donnant. Ton électricien qui vient te réparer ton problème électrique, tu vas pas lui dire attends, tu me fais payer, mais moi je t'ai accueilli chez moi. Non, c'est pas parce qu'on te regarde qu'on te rétribue ton travail. À un moment donné, il faut comprendre ça. Donc la notion de gratuité sur les réseaux sociaux, elle est jamais gratuite parce que nous, ce qu'on fait, c'est pas gratuit, ça a un coût derrière énorme. Donc ouais, moi la grosse difficulté, c'est de jongler entre l'investissement que je fais pour les contenus gratuits et l'investissement que je fais pour mon entreprise. Et c'est pas toujours évident parce que ça demande un boulot monstre. Tu vois, la semaine prochaine, j'ai 3 jours de tournage pour toutes les vidéos YouTube. Et la semaine suivante, j'ai 3 jours de tournage pour Moveo. Et entre deux, il faut que je charbonne pour créer tout le contenu. Donc, c'est beaucoup de jonglerie. Ouais, c'est là que c'est bien, j'imagine. voilà, c'est là que c'est bien d'être entouré. Enfin, moi, je sais que maintenant, j'ai un collaborateur qui va devenir mon associé, clairement, parce qu'en plus, on a la même vision et on travaille super bien ensemble. Et puis, j'ai plusieurs autres personnes qui bossent autour pour m'aider là-dedans. Sinon, c'est impossible. Enfin, je pense que toi aussi, c'est peut-être des challenges que tu rencontres. Oui, bien sûr. Non, Ouais. effectivement, je trouve ça bien que nous autres, créateurs de contenu, on dira, ressentent de moins en moins le besoin de se justifier, de faire payer quelque chose. Oh là là, il a commencé à vendre. Ah, ça y est, il commence à vendre quelque chose. Ah, j'étais sûr, t'allais finir par essayer de nous vendre quelque chose. Eh ben ouais, mon pote, au bout d'un moment, on a envie de manger, on a envie de pouvoir faire ça de la meilleure façon possible. Et il y a des gens qui sont sincèrement heureux de pouvoir soutenir le travail de quelqu'un dont ils estiment avoir reçu beaucoup de valeur gratuitement pendant longtemps, sans jamais que tu te retrouves un matin avec une facture à payer sous 10 jours dans ta boîte aux lettres. Non, c'est toi qui décides, d'acheter, entre guillemets, et de prendre conscience et de réunir les informations qui te semblent nécessaires avant de passer à l'acte. Donc non, je trouve ça génial qu'on puisse avoir tous ces moyens, que ça soit toi, moi ou n'importe qui nous écoute, si lui a envie d'écrire son e-book de recettes et de commencer à essayer de vendre ça tout simplement à des amis, parce que beaucoup de gens lui font la remarque, là, tu cuisines super bien, j'adorerais pouvoir faire des muffins comme toi, et tu peux. N'importe qui peut sortir un livre aujourd'hui, n'importe qui peut faire un film, c'est un petit peu l'idée de YouTube, si t'as envie de faire une vidéo, un Kindle sur Amazon ou quoi, ça se publie en une demi-heure, donc n'importe qui peut sortir un livre et ensuite voilà, vu qu'il n'y a plus de barrière à l'entrée, tout le monde peut avoir sa chaîne de télé, et bien au bout d'un moment c'est à ceux qui arrivent à faire la différence d'une autre façon, à s'élever au-dessus de la masse de contenu abondante qu'il y a maintenant, et ouais, je sais pas trop où je partais avec non, ça. mais c'est intéressant. Mais voilà. Non, mais tu sais, ça me fait penser à un truc rapidement, c'est que parce que c'est vrai que je pense que maintenant c'est devenu de plus en plus compréhensible, et puis le fait de dire écoutez, c'est comme
le fait d'acheter aussi des produits, c'est une manière de soutenir un travail. Et je pense que ça, c'est de plus en plus présent maintenant chez les personnes. Bon, en France, nous, on a un problème avec l'argent, c'est hyper tabou. Il Il y a paraît, plein hein, de... ouais. Oh là là, il y a plein de pays. Alors, je sais pas, toi, en Suisse, si c'est comme ça Non, aussi. pas du tout autant, Et ouais. effectivement. Donc, nous, on a ce Vraiment gros beaucoup moins. problème-là. Ouais, voilà. Nous, on a ce gros problème-là. Alors, moi, j'ai jamais eu ce problème parce que quand tu coaches des gens, en fait, tu fais payer tes services en physique. Donc, déjà, alors, cette barrière, ce tabou, il disparaît complètement. Tu fais la part des choses, point barre. Donc, là-dessus, moi, je sais que même en tant que créatrice de contenu, quand j'ai commencé à commercialiser mes premiers produits, c'était pour les commercialiser, hein, clairement. Il y avait du travail derrière. Et on apporte de la valeur à un moment donné. De la valeur, ça a une valeur, tout simplement. Donc, c'est une manière aussi de, quand tu vends ton truc, tu valorises ton travail et la personne valorise ce qu'elle achète et du coup, va lui donner aussi l'attention en rapport, en adéquation avec la valeur qu'elle a mise dans ce produit. Donc, de toute façon, on le sait, hein, après, les contenus gratuits, comme ils n'ont pas vraiment de valeur pécuniaire, on fait pas trop gaffe, on les prend et puis peut-être qu'on y jette un œil, voilà. Hein. Et puis de l'autre côté, le gratuit, il existe quasiment pas. Enfin, il n'existe pas vraiment le gratuit, moi je pense. Hein. Et même les gens te diront. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, tu vois. Et c'est souvent vrai, en plus. Donc, on va pas se mentir, quand c'est gratuit, il y a souvent des trucs cachés derrière aussi, tu vois. Que ce soit tes données, que ça soit simplement autre chose, des publicités qui apparaissent avant, après, tu vois, tout ce genre de choses qui rendent le mot gratuit un petit peu nuançable, en tout cas, on dira. Ouais, voilà, c'est pas un tabou, c'est normal. Tu vas pas engueuler ton boulanger parce qu'il te fait payer ta baguette de pain, quoi. Non. Bon. Ouais, mais ça changera. Je pense que ça change déjà très rapidement. Que youtubeur, entre guillemets, c'est nettement plus accepté comme un métier aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Et pas juste pour quelqu'un qui fait le clown dans sa chambre devant sa caméra. Il y a différentes façons de faire le clown et de gagner sa vie en le faisant. Donc c'est très très bien. Moi j'en suis très content en tout cas. Donc, j'ai entendu dans une interview de toi que j'ai écouté que tu avais déjà lancé une entreprise. Ah oui, tu fabriquais des selles de cheval, c'est ça, hein, c'est ça. Et que tu as fait faillite, que ton entreprise, ta première entreprise a fait faillite et que c'est de là forcément que tu as appris tout ce que tu as appris pour aujourd'hui avoir quelque chose qui fonctionne bien. Je pense pas que ça soit un énorme regret si tu as pu t'en relever et que ce n'était pas définitif. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, tu as dû énormément, je pense, apprendre, consommer de ressources, que ce soit de développement personnel, de développement entrepreneurial. Dans tout ton parcours, est-ce que tu aurais des ressources spécifiques à conseiller à des gens qui nous écoutent ? Alors, oui. Ah, tu me poses une colle là. Alors, ce que je peux... Des livres, par exemple. Ouais. Non, mais je pensais, juste pour la petite anecdote, quand j'ai monté ma première entreprise, j'étais toute jeune. Et j'ai fait toutes les formations de la Chambre des métiers, de la Chambre des commerces et d'industrie, pour être la parfaite petite entrepreneuse. Et je me suis complètement cassé la gueule, hein, d'une manière assez magnifique. Donc ouais, j'ai fait faillite. Clairement, j'avais absolument pas estimé mes coûts de fonctionnement. Donc, je bossais comme une acharnée pour rien. Et en plus, je m'endettais. C'était magnifique, quoi. Non, un fail total. C'est-à-dire que le produit en soi et son succès n'étaient pas un problème. Ça, l'étude de marché, je l'avais faite, mais l'estimation des coûts derrière, des impondérables, alors là, mais gros fail. Et pourtant, j'avais utilisé tous les outils qui étaient à disposition quand tu veux créer ton entreprise. Eh ben, ça n'a pas du tout servi. Donc, bon. Par contre, cet échec m'a servi. Il m'a quand même conforté dans la volonté que j'étais entrepreneur. Et ça, je pense pour les personnes qui nous écoutent, c'est important parce que effectivement, alors ce statut d'entrepreneur, il est de plus en plus mis en avant, notamment sur les réseaux sociaux. Il est glorifié beaucoup. Ouais. Voilà. Déjà, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur du tout. Faut en avoir envie. Il faut vraiment avoir ça dans le ventre, hein, parce que c'est pas facile d'être entrepreneur. C'est une pression énorme. C'est du sans filet. C'est beaucoup d'investissement. Beaucoup. Et en fait, faut pas s'attendre à ce que ça monte et puis après, on est tranquille. Ça ne s'arrête jamais. Après, tu peux lâcher le volant et puis tu mets les mains derrière la tête et puis...
Ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pas, en c'est fait. Quand on terrible. construit, tu construis un business, enfin, à moins de construire un business que tu revendes des millions. Mais bon, en général, même ça te fait rebondir sur autre chose derrière. Donc, mais tu construis un business, il grandit avec toi, puis peut-être qu'après, parfois, il s'arrête et t'en reconstruis un autre. Et c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas une carrière que tu fais jusqu'à la retraite avec les doigts de pied en éventail une fois que tu as passé les premières années. Après, il y a juste d'autres challenges qui se présentent, les développements, les charges à gérer, etc. Donc, ça, je pense que c'est vraiment une expérience sur le terrain qui est venue, en tout cas pour ma part. Il n'y a pas de bouquin qui m'a dit ça. J'ai eu quelques gros retours de bâton là, parce que j'avais cette petite innocence où je me disais quand j'aurai atteint ce chiffre d'affaires, c'est bon, je pourrais me détendre. Sauf qu'en fait, quand tu l'atteins, tu te rends compte que tes coûts ont aussi augmenté, tes charges ont augmenté, que tes besoins en ressources humaines, matérielles ont aussi augmenté du coup, et que du coup, il faut réinvestir, donc ça s'arrête pas. Donc ça, j'ai que en appris. plus, on a aussi envie d'avoir... Enfin, tu vois, si vraiment tu atteignais ton objectif fameux avec les charges, tout qui va bien, est-ce que tu vas te reposer, tu vas dire ok, c'est bon, j'ai atteint ce chiffre maintenant, j'en veux pas plus, je me contente de ça va, je suis satisfait. Tu vois, c'est pas facile non plus. Voilà, tu te dis oui, j'arrive à faire un muscle up, après tu vas en faire 2 quoi. Là c'est la même chose, on est d'accord. Ah oui, c'est un peu ça. Hein. Ouais. Voilà. Donc ça, il y a pas de bouquin qui m'a appris ça du tout. Par contre, j'ai quelques inspirations entrepreneuriales qui m'ont permis de voir un petit peu ce que c'était et de me motiver dans ma démarche, en fait, de me sentir moins seule parce que c'est pas évident. En plus, alors, en France, pareil, en Suisse, je sais pas, mais en France, l'infopreneuriat, t'es encore hyper isolé, hein. Quand tu fais ce métier-là, c'est personne non, comprend t'inquiète, ce que je pense tu fais. Je pense que c'est le cas partout encore, je pense. Ouais. Bon, voilà, donc c'est un peu la grande solitude. Donc, à moins de réussir à t'entourer, moi, ça m'a pris du temps. Là. Juste le fait d'être entouré déjà maintenant de personnes, et notamment de mon collaborateur, qui comprennent ce que je fais, qui ait cette vision. Avant, je me sentais quand même très, très seule. Ça a mis du temps même à mon ami de comprendre ce que je faisais vraiment. Il y a des podcasts, alors ce ne sont pas des podcasts français, il y en a un, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, qui m'a à tenir le cap surtout, qui s'appelle Biz Chicks Podcast. Biz Chicks, donc c'est par les femmes pour les femmes ou quoi? Un peu ça, c'est un peu ça, mais c'est pas du dev perso, c'est vraiment du business, quoi. Les meufs, elles ont pas de tabou, attends, je cherche, mais ouais, c'est Biz Chicks Podcast, normalement. On mettra ça dans les notes de l'épisode. Et alors, il y en a, évidemment, il y a plein, qu'est-ce que j'en ai lu, des bouquins de dev perso, business, les pensées ceux qui t'ont le plus marqué, on dira, de dev perso et de business. Ouais, Objectif de Brian Tracy, il est top, et celui-ci, je l'ai vraiment utilisé comme un outil, c'est-à-dire que j'ai beaucoup tartiné derrière, j'ai écrit, j'ai mis en pratique plein de réflexions, plein de visualisations, parce que le problème de ces bouquins, c'est clairement on peut les lire, mais on peut juste les lire, et puis après on passe à autre chose comme un roman. On en lit un autre après, voilà. On en lit un autre, voilà, on s'est pas développé, on s'est momentanément motivé en se disant ah ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse, et puis après c'est tout. Autant je trouve que Objectif de Brian Tracy, il est vraiment chouette parce que spontanément, tu as envie de mettre... Ça met ton esprit en ébullition et tu as envie de creuser. Et tu as envie d'appliquer, en fait. Ouais. Alors, c'est amené à l'américaine. C'est vrai que la manière dont c'est amené, c'est beaucoup plus cash qu'en français, où on aime bien tout enrobé. Là, c'est cash. Et au début, je suis là, voilà, c'est mal écrit. Et en fait, ça met des petites graines, puis tu commences à réfléchir. Mais encore une fois, faut avoir... La base, c'est quand même d'avoir cet esprit entrepreneur et cette volonté de devoir créer quelque chose, parce que sinon, ça marche pas du tout. Donc, je dirais, pour les nanas, mais pas que, Biz Chicks Podcast, vraiment chouette. Je te dirais bien qu'il y a des épisodes de podcast de Tony Robbins que j'ai trouvé super chouette, où il interviewait des gros... Enfin, des personnes qui ont eu des success stories d'enfer ou qui, des fois, ont énormément galéré. Et après, dans un autre style, mais finalement, en termes de réflexion plus globale, parce que bon, quand t'es entrepreneur, c'est un peu toute ta vie quand même, c'est ton identité. Voilà, tout ce que tu intègres, ce dont tu t'imprègnes, finalement, ça va servir aussi au développement de ton activité. Mais comment il s'appelle? Rich Roll.
Moi, je suis très, j'aime Le beaucoup Rich podcast? Roll. Ouais, le podcast Ouais. de Rich Roll, qui est beaucoup plus global, hein, pour le coup, Ouais. qui est un triathlète à la base. Ouais. Ouais, il a fait beaucoup de choses, lui. Ouais. Ouais, grosse. Enfin, moi, c'est des personnes, toutes ces personnes-là qui ont maintenant un âge un peu plus avancé et qui sont juste extraordinaires d'un point de vue développement personnel, culturel et physique. Moi, c'est des inspirations de dingue. Et c'est pour ça que j'ai pas peur de vieillir du tout parce que je me dis, waouh, ouais, ok. On peut encore faire des trucs Il y après a aussi. quoi faire. Il Bon, je suis y a désolée, des c'est bons que exemples. des trucs. Ouais. Mais c'est que des trucs en anglais, je suis désolée par contre. Ah bon bah ouais. Alors moi je suis coupable. Hein. Tout ce que je consomme c'est toujours en anglais également. Je pense que c'est une c'est assez pratique dans le monde de l'entrepreneuriat éventuellement de passer par la case anglais. Mais il y a beaucoup de traductions françaises et Oui, puis ouais. attends, j'allais en oublier un quand même qui est Objectif de Brian Tracy est en français et là j'ai pris le bouquin de Stan Leloup quand même. Ah ouais. Ouais, et qui est Je sympa à connais lire. bien. Ouais, bah oui, c'est un peu la référence en marketing digital et bah pour toutes les personnes qui veulent se lancer, je pense que suivre son travail c'est une valeur sûre. Ouais, Clairement. alors moi j'adore son podcast, sa chaîne YouTube et j'ai lu Ouais. son livre également et j'aimerais bien l'inviter sur le podcast aussi Ah ouais. prochainement et on verra s'il est d'accord mais pas de ouais raison. moi je suis un fervent suiveur de ce que fait Stan Leloup donc Marketing Mania sur la chaîne YouTube et le podcast et son livre Votre Empire dans un sac à dos qui est pas mal du tout notamment pour commencer et puis c'est en lisant ce genre de livre un peu business entrepreneuriat qu'on peut plus facilement savoir est-ce que moi j'ai la fibre entrepreneuriale, est-ce que quand tu lis ça te donne envie de faire un truc ou ça te donne envie de concrétiser l'idée que tu as depuis longtemps ou pas du tout. Et c'est pas très cher payé de passer quelques heures à lire un livre pour répondre à ces questions si c'est quelque chose dont tu n'es pas sûr. Donc ouais, je pense que c'est un bon moyen de partir. Tu me sembles extrêmement assoiffé d'apprentissage et de vouloir apprendre des trucs physiques, mental, développement, tout ça. Moi, ça me parle énormément. J'ai l'impression que je suis pareil. J'aime penser que sur ce podcast et dans ce que je fais en règle générale aussi, j'essaie de m'adresser et de rassembler des personnes qui pensent de cette façon aussi. Enfin, je sais pas si tu me diras si je me trompe hein, en pensant ça de toi, mais si je ne me trompe pas, d'où est-ce que tu penses que ça vienne ? D'où ça vient ? Parce que je sais que t'as pas fait des études très longues. Du coup, moi, j'ai fait des études assez longues. Malgré ça, on a les deux envie d'aller au-delà des études, des bouquins ou de quoi que ce soit. À quoi est-ce que tu attribuerais ça pour toi ? Tu sais ? Je pense que déjà c'est un sentiment d'illégitimité qui a germé dès lors que j'ai rompu mon parcours scolaire, évidemment. Je me suis dit que... Enfin, c'est pas un sentiment d'illégitimité, je te dis des bêtises, mais en tout cas, non. J'ai rompu mon parcours scolaire, non pas parce que j'avais pas envie d'apprendre, en fait, mais parce que une situation dans ma vie faisait que je pouvais pas déjà rester dans le système conventionnel. Et puis que très honnêtement, moi j'ai toujours eu des problèmes avec les règles imposées, avec la hiérarchie et avec le fait de pas comprendre pourquoi il fallait que j'apprenne des choses parce qu'il fallait que je les apprenne. Moi, ça, c'est quelque chose que donc je pense que ça déjà c'est une question de personnalité, hein, c'est propre à chacun. Apparemment. Et c'est vrai. voilà, je ne peux pas me contenter d'apprendre quelque chose parce que c'est comme ça. Et mes parents sont extrêmement ouverts d'esprit et je pense que de toute façon, on le sait, hein, le rôle de l'impact des parents ou en tout cas des figures d'autorité dans le développement de l'enfant, c'est incroyable, c'est hallucinant. Enfin, ne serait-ce que dans le développement neurologique, ça, bien sûr que ça impacte. Et moi, je sais que ma mère a soif d'apprentissage et c'est génial. Elle a passé son bac à 50 et quelques années. Ah ouais, quand même. Ah, d'accord, ça, c'est un bel exemple de... Elle étudie le yoga tel qu'il est, pas les poses de yoga. Donc, le yoga, c'est compliqué quand même, hein. Elle étudie le yoga, donc tout ce qui est sciences anciennes indiennes. Elle étudie le grec ancien. Elle a lu tous les classiques de la littérature. Elle est incroyable, ma mère. Et mon père, c'est pareil. Il a une culture hallucinante. Et je pense que du coup... Ça vient de là aussi. Cette ouverture et cette curiosité, elle vient de là. Et il n'y a pas eu de barrière, en fait, dans la famille. Ça aussi, c'est important. C'est ça te plaît pas, tu n'es pas obligé, en fait, hein, tu peux faire autre chose. Et ça, du coup, bon, j'ai un peu forcé la main.
pour le coup, à un moment donné, parce que bon, évidemment, ils n'étaient pas très contents que j'arrête à la fin de ma seconde, hein. Mais forcer la main et c'est passé. Et puis c'est surtout que j'avais quelque chose qui me passionnait derrière, parce que je suis aussi très créative et que du coup, la sellerie, qui est un artisanat d'art, était quelque chose qui me passionnait et qui était quand même relativement noble. Il y a peut-être d'autres métiers que mes parents auraient moins validés. Et encore une fois, j'aurais pas trop laissé le choix, donc bon. Et voilà, et je pense que par contre, le fait quand même d'avoir des lacunes sur des connaissances générales m'a beaucoup marqué, et le fait que, par exemple, je suis jamais allée dans une université. Je pense que ça, en termes d'accomplissement personnel, c'est quelque chose qui me manque inconsciemment et qui fait que maintenant, je crois qu'il n'y a rien qui me stimule plus que d'enrichir ces connaissances qui m'ont fait lacune à un moment donné. Et de te montrer que tu peux très bien t'en sortir sans et apprendre par toi-même et ne rien avoir à envier. Enfin, écoute, moi j'ai fait 7 ans d'université, je suis désolé, mais oui, c'était très bien, oui, je ne regrette pas, oui, c'est super. Mais quand tu me parlais de ta formation de naturopathie, j'avais aussi beaucoup l'impression d'être là pour récupérer un papier avec mon nom dessus, parce que c'est ce que les gens du monde du travail voulaient que je leur présente, et pas pour beaucoup d'autres motivations que ça. Donc non, j'ai pas perdu mes 7 ans, non, j'ai appris plein de choses, mais d'un autre côté, je pense pas que, vu je vois ce que tu fais aujourd'hui, je pense que t'as pas raté grand chose, tu vois, en réalité. Enfin, t'as l'air de t'en sortir très bien sans, et manifestement, c'était pas un prérequis. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Ouais, totalement. Totalement. De toute façon, je pense qu'on sort un petit peu là sur les générations qui viennent. Je pense qu'on sort un petit peu de ces cadres. Stan Leloup en parle très bien d'ailleurs dans son bouquin. Ouais, effectivement. Et je sais que lui n'est pas très très fan de ça. Il a tenté une école de commerce et il s'est très vite rendu compte que c'était pas, que ça lui plaisait pas, effectivement. Ouais, donc tout le monde a un parcours différent et une opinion différente sur l'éducation plus ou moins supérieure. Mais je suppose qu'il y en a pour tout le monde et que manifestement ça ne détermine pas grand-chose. Mais c'est ça, c'est que quel que soit le point de départ, en fait, on a toute la vie pour apprendre, on a toute la vie même pour se développer physiquement, encore une fois, pour y revenir, et qu'il y a rien qui est figé, en fait. Moi, j'ai souvenir d'une nana qui s'était mise à la gymnastique aux agrès à 78 ans, un truc comme ça, et qui s'éclatait. Voilà, ces barrières qu'on se met, à un moment donné, faut les lever, quoi, faut les faire voler en éclats et se dire que, en fait, la vie, on en fait un peu ce qu'on en veut. En tout cas, nous on a cette chance dans notre société, ici en Europe, on a pas mal de liberté, on n'est pas esclave, du gouvernement monarchique ou je ne sais quoi. Exactement. On a beaucoup de choix, on a quand même beaucoup de liberté. On a la liberté, on peut s'exprimer, on a la sécurité, on a à manger. Enfin, dès lors que nos besoins vitaux sont comblés, en fait, clairement, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, quoi. Notre pays, tu as tout à fait raison de le dire, on fait partie des privilégiés. À ce niveau-là, ouais. Ces privilèges, moi je pense qu'il est de notre devoir en fait d'en faire quelque chose. Voilà. Je ressens quelque chose de similaire. J'ai l'impression que c'est pas parce que la vie était entre guillemets facile sur le papier pour moi quand je suis né que c'est un passe-droit pour ne rien branler, même si je pourrais en fait m'en sortir sans faire grand chose. Et c'est intéressant comme chose. Comme réflexion. Ouais, comme réflexion. Ouais. J'aurais une petite dernière question pour toi, quelque chose qui me titille un petit peu vis-à-vis de ton travail et de tout ça. Ouais. C'est comment est-ce que tu jongles avec la solitude dans ton travail, avec le fait que tu sois plus ou moins seul dans ce que tu fais, et également comment est-ce que tu as réussi à, parce que je sais que tu y arrives ou tu y travailles, entre guillemets, à intégrer ta vie amoureuse avec ton travail et tout ça. Moi, j'ai eu un peu de mal, je t'avoue, donc je te pose la question, je te demande conseil, je te pose la question. Alors, mon conseil, je trouve ça génial que tu poses cette question parce qu'on n'y pense pas souvent, mais effectivement, c'est pas facile à gérer du tout. Bah déjà, comme on le disait tout à l'heure, quand t'es dans ce domaine-là, t'es hyper isolé. Déjà, première chose, parce que c'est pas encore très conventionnel de faire un métier où t'es à la fois sur les réseaux sociaux, tu dois créer du contenu, et puis t'as ton entreprise. À la fois tu parles à tout le monde, mais en même temps t'es tout seul tout le temps, quoi. Ouais, et du coup, alors moi je suis une grande solitaire à la base.
Et j'ai poussé le truc vraiment loin en me barrant complètement à la campagne pendant 1 an l'année dernière parce que j'en avais marre, j'étais en saturation totale. Bon, moi, j'ai tendance à un peu à me cramer de boulot. Enfin, je suis une workaholic complètement. Je pense que c'est un peu difficile d'être autrement quand tu crées ton business de tes propres mains et bah, qui te déchire en fait, que c'est ton projet de vie. Donc bon, moi, je suis toujours un peu, enfin, j'étais toujours un peu à la limite du burn-out et à un moment donné, j'ai pété les plombs. Déjà, à la région parisienne, j'en pouvais plus, j'avais besoin d'espace, j'avais besoin de calme autour de moi parce que j'étais en saturation complète. Et du coup, je suis partie à la campagne. Alors, c'est tombé très bien, hasard total, parce que j'ai signé 1 mois et demi avant le confinement en France. Ah oui, c'est le bon timing là. Ah, c'était pas du tout prémédité, hein, mais je me suis Ouais. retrouvée à emménager le jour du tout premier confinement en France. Donc, j'avais pas de meubles à la maison. Mais par contre, ça m'a fait cette retraite dont j'avais besoin. Ah ben là, je l'ai vécu à 2000%. Hein. C'est-à-dire que clairement, j'avais le minimum syndical dans ma maison avec ma doudie. Alors, ça a été compliqué enfin, ça n'a pas été compliqué niveau relation parce que je suis avec une personne, bah, déjà depuis longtemps, hein, ce fameux Monsieur Front, qu'on voit régulièrement sur mes réseaux d'ailleurs. Et donc on se connaît bien, donc ça nous a permis quand même de vivre cette situation d'éloignement plutôt bien en soi. Et puis moi, ça m'a permis de me recentrer, j'en avais besoin, je sais pas, j'arrivais pas, j'avais l'impression d'être tiraillée entre ce que les gens de l'extérieur me demandaient et ce que j'arrivais pas à leur donner parce que j'étais submergée par le nombre de tâches que je devais assurer au quotidien pour mon activité. Bon, bah là, du coup, ça a bien fonctionné, hein, cette retraite en isolement total. Mais bon, au bout d'un moment, niveau que ce soit socioculturel et niveau entrepreneurial, là, j'ai commencé à me sentir ultra isolée, quoi. J'étais au fin fond de la Normandie. C'est très bien, hein, la Normandie. Attention, je ne critique pas, mais moi, en tant qu'entrepreneur, c'était surtout à ce stade de développement de mon entreprise, c'était pas possible. Et du coup, même avec mon mec, enfin, à un moment donné, ça faisait donc là, ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble. Il fallait qu'on arrive à se retrouver à un endroit parce qu'on pouvait plus être aussi éloignés l'un de l'autre en permanence. Puis moi, je continuais à m'éloigner pour le coup, donc c'était pas très épanouissant non plus à ce niveau-là. Ça nous rendait tristes tous les deux, même si encore une fois, je suis super indépendante. Je pense que moi aussi, j'ai un peu freiné de mon côté parce que j'avais peur de perdre cette indépendance, cette petite bulle que j'avais construite autour de moi, mais qui en soi était juste aussi une zone de confort que j'avais construite qui n'était pas très épanouissante. Je me suis un peu confortée dans ce défaut de Bernard l'ermite que je suis. Et en fait, cette année m'a permis de me rendre compte que ça m'épanouissait pas, en fait, personnellement, au niveau de mon business, à tous les niveaux, quoi. Et on a trouvé un endroit où se rejoindre qui puisse lui permettre, lui, d'aller bosser tous les jours. Et moi, d'être quand même dans un environnement qui soit agréable pour moi, qui reste épanouissant, parce que je voulais plus me retrouver dans un appart à Paris, c'était hors de question. Et donc, on a réussi à se trouver et à trouver cet endroit dans lequel on est installé maintenant, qui est vraiment super chouette, qui est en bordure de Paris, mais dans un coin vraiment, vraiment très, très joli. Et puis, ça a réaligné plein de choses. Mais en parallèle de ça, moi, je pense que je me suis aussi éloignée parce que j'avais cette difficulté à concilier les deux. Donc finalement, le fait d'être loin, ça me permettait de pas avoir à concilier les deux. Ouais, ça permettait de... Bah, quand t'es avec quelqu'un, quand tu dois être omniprésent sur des réseaux sociaux qui t'absorbent complètement et pour une entreprise qui t'absorbe complètement, hein, parce que tu t'arrêtes pas de penser à ton business, ouais. Voilà, complètement. Et ben, la place pour le reste, elle est compliquée à faire. Hein. Elle est vraiment très compliquée. Et surtout quand tu es avec une personne qui n'est pas dans ce domaine-là. Alors que pourtant, avec le recul, je trouve ça très sain. Moi, je suis ravie que mon mec ne fasse pas la même chose que moi et n'ait pas le même mode de vie que moi. C'est bien. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Voilà, t'as chacun son monde professionnel en fait. T'es pas obligé de tout mélanger. Tu te retrouves après en fait. C'est ça qui est bien. Mais
c'est compliqué en pratique quand t'as quelqu'un qui a des horaires de bureau et qui travaille pas le week-end et toi, tu dois charbonner le week-end et tu dois faire les deux en même temps. Et même si la personne te dit non, mais je comprends et est super compréhensive, toi, t'as un côté de toi qui a pas envie du coup de charbonner parce que t'es avec une personne avec qui tu veux passer du temps et qui, elle, a fait son travail, donc elle a plus besoin de travailler. Donc j'ai eu les premières années où le week-end, c'était un crève-cœur pour moi de devoir me remettre au boulot et de devoir laisser mon mec parce que j'avais pas envie en fait. J'avais pas envie, mais si je bossais pas, je me sentais super mal parce que je savais que j'accumulais du retard. Donc écoute, c'est pas évident. Je n'ai pas de solution, voilà. D'accord. D'accord, très bien. Non, il y en a une. C'est que déjà, il y a deux choses. C'est que quand tu trouves la bonne personne. Oui. Après, je suis pas grande croyante de l'amour pour la vie. On sait pas quoi demain. Voilà. Mais clairement, il y a quand même des compatibilités qui sont plus fortes que d'autres. Et quand tu trouves la bonne personne, ça marche. Et moi, je vraiment. On part de loin. Mon mec, au début, il croyait que j'étais une influenceuse, fitness girl. Il avait aucune idée, en fait, de ce que je faisais derrière. Et ça lui a pris beaucoup de temps. Il est pas consommateur de réseaux sociaux à la base du tout. Donc, ça lui a pris énormément de temps de comprendre ce que me demandait mon statut de gérante d'entreprise, ce que me demandait mon statut de créatrice de contenu. Oui, même si j'ai pas une communauté de centaines de milliers de personnes, c'est dizaines de milliers de personnes, c'est déjà beaucoup de monde, quoi. Et même quand tu vois ta copine qui fait du sport devant plein de mecs sur les réseaux et qui se met en tenue de sport, tu vois, sans aller dans les caricatures les plus extrêmes, ce qui arrive également, c'est pas hyper évident. Moi, je savais qu'avec ma relation, c'est la même chose. Je suis toujours sans t-shirt partout sur Internet. La personne qui vit avec toi, il faut lui expliquer pourquoi tu fais ça, tu vois. Et c'est pas toujours évident à comprendre. Il faut expliquer que les hommes et les femmes qui t'écrivent en message, eh bien, tu n'es pas intéressé à discuter avec eux quand eux sont purement intéressés à discuter avec toi. Il faut lui faire comprendre, tu n'es pas là pour te montrer et pour et c'est pas facile, d'autant plus quand c'est quelqu'un qui n'a aucun intérêt à être lui-même là-dessus, qui consomme assez peu ce genre de contenu et c'est beau que vous ayez réussi à trouver mais honnêtement, à vous rejoindre au milieu de tout ça. Ouais, mais je pense que clairement, enfin, de toute façon, c'est un peu la clé de n'importe quel couple. La communication, c'est la base, quoi. À un moment donné, faut en parler, c'est tout. T'as un truc qui te dérange, que tu comprends pas, t'en parles, t'en discutes, tu te carapates pas avec tes idées desquelles t'es absolument convaincu, avec des sentiments comme de la jalousie ou une impression d'être délaissé, t'en parles. Alors, moi, l'avantage que j'ai, c'est que Monsieur Front est quelqu'un, ça me fait marrer de l'appeler Monsieur Front, mais c'est le surnom qui lui a été attribué sur les réseaux, c'est pas moi. Et ça lui va très bien. Donc, du coup, il reste comme ça. Mais voilà, je suis vraiment avec une personne qui est ultra communicante, pour le coup, très exacerbée. Alors, ça donne lieu à beaucoup, beaucoup, beaucoup de conversations. Mais au moins, ça fait avancer les choses, quoi. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a jamais de non-dit. Et du coup, ça marche. Voilà. C'est génial. C'est cool. Bravo. Bravo à cool. vous. Non, c'est cool, ça fait plaisir. Merci. Très bien. Écoute, Amandine, merci beaucoup pour ce temps passé avec moi, à discuter de choses intéressantes. Merci à toi de m'avoir permis d'en discuter. Écoute, je t'avoue que j'avais un peu la pression quand même, hein, parce que, c'est toujours étonnant de passer de l'autre côté, en fait. Ouais. Tu fais partie des podcasts que j'écoute le plus, clairement. Donc ouais, je me disais, quand même. Quand même, je vais me retrouver sur ce podcast. Okay. Il y a quand même des milliers de personnes qui vont nous écouter discuter, Amandine. Sois-en consciente, hein, tu vois. Oui. Non, ça va. Mais en tout cas, merci à toi. C'était vraiment intéressant et je pense qu'effectivement, on a des points de vue qui convergent sur pas mal de choses. Donc, c'était cool de pouvoir partager ça avec toi. C'est bien pour ça que... Enfin, c'était ce que je pensais et du coup, ça me l'a confirmé. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de discuter avec toi et que c'était très agréable. Pour moi également. Écoute, si tu dois renvoyer les gens qui nous écoutent, qui veulent en savoir un peu plus sur toi, où est-ce que tu les renverrais ? Attends. J'hésite entre... Je pense que le mieux, c'est ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube ? Ouais, De toute façon, je mettrai toutes les notes vers ton site, ton Instagram, ton YouTube, dans la description de l'épisode. Et puis sinon...
Amandine Léger. Je pense que si on tape ça, on devrait quand même pouvoir trouver Amandine Wellness. Tout sera dans les notes, comme ça les gens, ils ont regardé en cas de besoin. Voilà, bah écoute Amandine, merci beaucoup. Monsieur Drapeau. Merci beaucoup Amandine pour tout ça. Merci à toi, merci beaucoup. Merci encore à Amandine pour cette discussion. Tu trouveras dans les notes de l'épisode tous les liens vers ce qu'elle fait ainsi que vers toutes les ressources dont on a parlé, comme par exemple tous les livres et les podcasts. Voilà, si ce podcast te plaît, si mon podcast te plaît, voilà, tu peux faire une story sur Instagram pour dire ce podcast il est cool. Voilà, je vois souvent des stories, enfin souvent, tu vois, de temps en temps il y a des gens qui mettent en story un épisode ou qui disent oh j'écoute ça en faisant le ménage, j'écoute ça en courant, etc., etc. Et moi, ça me fait méga plaisir, tu vois. Et puis, je me dis, bah, comme ça, il y a plus de gens qui peuvent éventuellement trouver quelque chose là-dedans pendant qu'ils font les courses, le ménage, ou qui font quoi que ce soit, qui repeignent leur mur. Il y a eu ça l'autre jour, quelqu'un repeignait son mur et m'a dit, ouais, on repeint le mur et on écoute les podcasts d'Eric Flack. Voilà. Bref, tout ça pour dire, bah, merci. Hein, tu peux aussi laisser des reviews sur iTunes. C'est toujours méga cool et ça aide à référencer un petit peu le podcast. Sinon, bah voilà, moi, je suis reparti là, un épisode hebdomadaire au moins jusqu'au mois d'août, parce que là, j'ai prévu des vraies vacances, je vais voir si j'arrive à m'y tenir, mais je suis censé partir une bonne semaine en Islande avec mes meilleurs amis qui n'ont rien à voir avec mon travail, donc ça devrait permettre de déconnecter et il y a des chances que je fasse une petite pause, mais d'ici là, on se retrouve sans faute jeudi prochain avec un nouvel épisode. Merci pour ton temps, pour ton attention, et puis en attendant jeudi prochain, travaille bien, prends soin de toi, ciao.